Yallah. Bon Enzo, comment tu vas déjà? Écoute, ça va, hein. Ça va, fin de semaine. Enfin, ça va, je suis fatigué de ouf en ce moment, mais c'est de la bonne fatigue. Je suis assez fier de mes semaines. Je fais beaucoup de trucs que j'aime, avec des résultats qui me plaisent. Donc c'est cool. C'est cool quand tu es plutôt dans une dynamique où tout est assez positif. Je pense qu'on fait tous et toutes tout ce qu'il faut pour se mettre dans ces conditions-là. Et des Ouais. fois, c'est pas le cas. Et des fois, on subit un peu nos semaines ou nos journées. Et il y a des moments, ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'être un peu dans ces états de grâce, quoi, où tu as l'impression que finalement, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, ça marche. Et ça te donne toujours d'ailleurs envie d'en faire plus. Donc après, par contre, il faut aussi savoir se dire, elle est où la limite? T'arrives à te ménager quand même? Je sais pas si j'arrive à ménager, parce que je sais pas ce que veut dire le terme ménager, mais en tout cas, j'essaie d'optimiser mon temps pour pas non plus justement ouais, m'essorer et avoir des temps de soit de repos, soit de ce que moi je considère être du repos, à savoir du sport ou autre, mais des moments aussi où je m'évade et pas juste être que à bosser. Toi, c'est marrant parce que tu dis. En vrai, le podcast est toujours. Enfin, il est lancé, mais on n'est toujours pas dans le sujet. Euh, Moi, le mois de janvier vient de passer. Déjà, je ne l'ai pas vu passer. J'ai C'est pas ouf. atteint du tout mes objectifs que je me suis fixés, alors que pourtant, je fais en sorte de me bouger. Mais j'ai vu un post sur un LinkedIn très con qui dit t'as un tableau de janvier à décembre. T'as le mois de janvier orange. Il dit ça, c'est l'expérience. Tout le reste, c'est opportunité. Mm. Si vous n'avez pas atteint vos objectifs, si vous n'avez pas atteint vos objectifs en janvier, rappelez-vous qu'on n'est que le 3, enfin, on n'est que le 3 février. Voilà. Mhm. Ça te fait juste relativiser un petit peu. Je me suis dit, putain, j'ai des objectifs sur un trimestre et il y a un tiers de passé, je les ai pas du tout atteints. Ça me fait chier. Mais un petit post comme ça, c'est con, hein, mais ça remonte le moral. De ouf. Puis Ça me fait penser t'as 2 mois pour rattraper, hein. C'est ça. Et ça me fait C'est penser la à fin de ton l'année. post que tu as partagé. Franchement, j'aime beaucoup le contenu que tu partages sur LinkedIn. Tu Ouais, as c'est partagé gentil. un contenu franchement génial. Franchement, tu casses les codes sur LinkedIn et ça, j'aime beaucoup. euh, Inspiré de Jérôme Niel. Tu as repris son concept de vidéo. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Ouais, Ça- j'en ai une autre qui doit sortir bientôt, là, elle est déjà prête. Non, franchement, mais c'est cool parce que c'est pas du tout le contenu habituel, enfin, en tout cas, que moi je tombe sur LinkedIn. Mais ça te colle à la peau, en fait, cette image. Ouais, bah, je pense que ça me va bien. Tout le monde me dit à chaque fois, Tain, j'ai l'impression que c'est vraiment Jérôme Niel. Bon, moi, j'ai toujours aimé un peu imiter, que ce soit des accents ou des personnes et tout, donc ça me fait marrer. Et Jérôme, dans son personnage, en tout cas, je le connais pas personnellement pour savoir s'il est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours, même si on a l'impression qu'il est tout le temps fou. C'est quelque chose qui me va bien aussi, ouais. Dans le côté un peu taré, hyperactif, qui dit de la merde, j'aime bien. J'aime bien un peu ce côté-là où on se prend pas trop au sérieux. Alors, franchement, je vais te dire, sans côté taré, hein, sinon ce serait méchant, j'ai l'impression que c'était plutôt une vraie partie de toi qu'on voyait. Ouais, C'était de vraiment en ouf. mode, c'était un pur kiff. Je sais pas si c'est tes équipes qui ont eu cette idée ou si c'est toi. Pour être franc, je crois que c'est mon ancien monteur avec qui je bosse moins, mais avec qui je bosse toujours, qui avait sorti ça un jour. On sortait de coaching, donc vidéo, et puis il dit ce serait drôle que tu fasses les tutos de Jérôme Niel. Et c'était évident en fait pour les deux. Quand il a dit, j'ai fait. Bah, évidemment qu'on va le faire en fait. Quand il l'a dit, j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée plus tôt. Donc, ouais, c'était fait pour, ça me fait bien marrer. Après, c'est beaucoup moins. En fait, j'ai pas trop de difficulté à le jouer, mais ça prend beaucoup d'énergie. Enfin, quand je les tourne, en plus, je fais genre 3 épisodes à la suite sur une après-midi. J'imagine, ouais. Je sors de là, j'ai mal au crâne. Genre, parce qu'en fait, je sais pas, je refais pas 50 fois les prises, mais toutes les prises se font avec une intensité. Je suis tellement énervé quand je parle, tu sais, genre, je crie que je sors de là, genre, j'ai la tête, je suis en mode, genre, j'ai fait que brailler pendant 3 heures, en fait, quoi. Mais c'est drôle parce que le rendu, par contre, avec l'équipe que j'ai qui est au top, on arrive à rendre ça hyper dynamique et cool. Donc, non, c'est top, on est très content. Ça fait Franchement, parfait un je sais pas si tu as une chaîne YouTube, en plus de ton podcast. T'as une Si. chaîne YouTube, si? Ouais. Après, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est presque plus une bibliothèque, enfin, tu vois, une médiathèque où, en fait, je mets beaucoup de contenu. Il n'y a pas une stratégie particulière. Je fais pas des vidéos longues. Tu vois, genre, je pense pas, en fait, avoir non plus le modèle pour percer sur YouTube.
J'ai pas de vidéo, pour le coup, tuto sales où je me pose face à un écran et où j'explique des trucs. Donc, j'ai pas le format, je pense, qui perd sur YouTube, mais j'ai plein de contenu sur YouTube, ouais. Bah franchement, j'ai envie de te dire, tu vois, moi, juste ce format-là que j'ai vu, hein, même si ça a été fait comme ça, pas forcément en allant que dans cette direction, mais tu as fait passer un message qui était très clair, avec un format qui parle à beaucoup. Euh, je ne sais pas toutes les idées que tu as dans la tête, mais franchement, je t'invite à foncer dans cette direction, hein, sur YouTube. Si tu as des trucs, alors certes, c'est très fatigant et comme tu m'as dit, ça prend du temps à tourner, mais si tu prends clairement ton pied dessus, il y a un truc à faire, hein. Ouais, bah, c'est ce que je fais déjà. Après, j'essaie de pas trop en faire parce que je trouve qu'il faut que ça soit un truc que tu saupoudres, vu qu'on reste comme dans un univers pro et que comme tout aujourd'hui, vu qu'on vit dans une société à 10 000 à l'heure, ultra consommatrice de tout, de snack content, de micro-vidéos, si je sortais des vidéos trop fréquemment, on en aurait déjà marre en fait. Les gens se seraient dit, c'est bon, allez, c'est bon. T'as quoi d'autre? Et donc, en fait, t'as pas trop le temps de savourer le truc. Donc, j'essaie, moi, de parsemer ces contenus-là, maximum une fois par mois, pour pour pas épuiser l'audience, en fait. Pas épuiser la communauté qui voudrait déjà que je passe à un autre contenu, donc que j'ai déjà envie de faire, bien sûr. Je réfléchis toujours à comment j'innove et c'est quoi le prochain contenu un peu drôle qu'on va faire. Mais du coup, tu vas aussi un peu plus à ton rythme, parce que je pense que je vais quand même assez vite par rapport à la majorité de tous les autres et créateurs et solopreneurs. Mais ouais, sur une année, si tu changes 3 fois, tu vois, de contenu tout le temps, enfin, c'est beaucoup de taf, quoi. Je vais te dire un truc, et après, je vais te laisser te présenter parce que je t'ai toujours pas laissé te présenter. Hmm. Franchement, moi déjà, ça fait un petit moment que je suis ton podcast. Phoenix, l'échec mentionne très bien. Et tu vois, c'était même pas conscient le concept même du podcast que j'ai lancé ici, qui est en Layer Limits, mais pourtant, c'est ce qui se rapproche le plus au tien. T'as ton image qui s'est figée. Partage de co, on est bon, ça devrait plus bugger. C'est ouf, ça arrête pas Super. de faire chier. On est bon, Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est un podcast où enfin, il y a beaucoup de feeling, il n'y a pas de montage, je vais juste couper les blancs comme ça. bien sûr. Mais du coup, je te disais, je sais pas si tu m'entendais pendant que tu as bugué. Tu parlais de Phoenix, tu parlais du podcast, et ça a Je coupé à un parlais de moment ton donné, mais podcast, j'ai je dis entendu le franchement, début, ouais. le concept que j'ai créé, enfin que je voulais partager, se rapproche beaucoup à ce que tu fais déjà. Mais entre l'image que j'ai eue de toi quand je t'ai rencontré sur ce podcast et quand je t'ai découvert sur LinkedIn, j'ai vu quand même enfin, tu étais à la fois très pro sur ton podcast, enfin, moi c'est l'image que j'ai ressentie, même si tu déconnes quand même. Mais l'image sur LinkedIn, c'était franchement casser un petit peu davantage les codes, un peu moins conventionnels. Et, euh, et je me suis beaucoup plus retrouvé en tout cas dans cette image-là. Moi, je suis à peu près à ton 18e, 20e épisode sur ton podcast. Je sais pas si c'est quelque chose qui évolue depuis, mais voilà, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Mais Bah, le l'autre podcast, il version, n'existe plus, hein. Le podcast, il n'existe plus il depuis n'existe 3 ans plus? maintenant. Ok, bon, bah Le j'ai du retard. podcast, je l'ai arrêté. Ouais, ouais, et le podcast, je l'ai créé en 2020. Il y a combien Donc, d'épisodes en tout? il y a 50 épisodes. Ok. J'en ai fait 50. Je m'étais dit que je m'arrêtais à 50. Et entre-temps, j'ai eu une maison d'édition qui m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet. Donc, j'ai écrit un livre. Et là, il est sorti en octobre dernier, 2024. Et j'ai dû arrêter, je crois, le podcast en septembre 2022, un truc comme ça. Donc, ça fait un moment que j'ai arrêté. Et du coup, c'est drôle ce que tu dis parce que, en fait, bah, tu vois juste l'évolution au fur et à mesure. Moi, quand j'ai commencé, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à côtoyer le monde de LinkedIn et des réseaux sociaux, c'est parce que j'avais un podcast que je voulais me rendre visible pour que les gens écoutent mon podcast. Et que c'est comme ça que j'ai commencé à constituer un peu mon personal branding. Et qu'au départ, j'avais un peu cette fibre où je disais merde, chier, putain. Et puis on était quand même détente à parler. Mais je pense que j'avais clairement pas la confiance que j'ai encore plus aujourd'hui, puisque bah, j'avais pas accompli tout ce que j'ai accompli tout ce que j'ai accompli maintenant, pardon. Donc, donc forcément, aujourd'hui, il y a encore plus de lâcher prise. Enfin, je suis encore plus qui je suis parce que déjà maintenant, en plus, j'ai même plus de boîte auquel je suis adossé. C'est que mon podcast, tout au long des 50 épisodes, j'ai toujours été dans des boîtes. Donc c'était un side project. Ok. Euh, donc tu fais toujours aussi un petit peu plus attention à comment est-ce que tu communiques parce que tu veux pas qu'il y ait des mauvaises répercussions potentielles ou que ta boîte te dise ouais, là, t'abuses un peu avec ton podcast, tu devrais pas. Enfin, heureusement que j'ai jamais eu, mais parce que j'ai toujours été à la limite qu'aujourd'hui, en plus, moi qui suis 100% à mon compte maintenant depuis plus de 2 ans, j'en ai rien à foutre. En fait, là où je voulais en venir, c'est que tu vois cette image où tu déconnes davantage sur LinkedIn et même de manière générale, ça casse pas du tout ton image pro.
Au contraire, Mhm. je trouve que ça accentue le truc, tu es très pro à côté. C'est pas parce que tu fais des micro-bananes que ça casse, au contraire, c'est la petite touche humoristique. Et moi, ça me parle beaucoup. C'est la volonté de montrer aux gens qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux et que c'est pas parce que parfois justement j'ai un micro banane, que j'ai un bandana orange que j'ai pas là, que je mets des salopettes ou que j'essaie parfois d'être un peu pittoresque dans le look pour justement aussi attirer l'œil parce qu'on voit qu'aujourd'hui ça marche aussi comme ça, mais que derrière les messages que je délivre ont du sens. En tout cas pour ceux qui sont dans ma niche, ceux qui comprennent pas ce que je dis, c'est qu'ils sont pas du tout, c'est pas ma cible, donc Tant pis ça pour eux. me- je m'en fous en fait, tu vois, genre, je leur souhaite du bien, mais en fait, on parle pas le même langage, on fait pas le même métier, donc si tu veux venir t'intéresser à mes contenus, les commenter alors que tu connais rien à ce milieu-là, libre à toi. Mais sinon, tous ceux à qui je parle, forcément, ça résonne chez tous les sales. Enfin, je reçois des tonnes et des tonnes de messages toutes les semaines. C'est assez d'ailleurs ouf de voir, c'est là où tu te rends compte de la portée des réseaux sociaux, du coup, ce que ça peut amener. Mais ouais, c'est ouf. C'est génial, c'est hyper gratifiant. Écoute, Enzo, euh, pour officiellement commencer, déjà, j'aimerais bien que tu te présentes davantage et je vais Ok. t'expliquer comment ça va se passer au cours de ce podcast. Juste question Mhm. comme ça par curiosité, t'es d'où, dis-moi? Je suis d'où, tu as dit? Oui. Je suis né où? Je vis où? Tu vis où actuellement? Je vis actuellement à Paris et je déménage le 30 avril à Cassis. Ok, d'accord. À Cassis, à côté de Marseille, quoi. Je suis en Charente-Maritime, moi, entre Saint et Cognac. Rien à voir. Ouais, je vais à La Rochelle coacher une boîte là lundi, mardi. Ok. Charente-Maritime aussi, hein, La Rochelle. Oui, oui, Mais bah, ouais, j'étais au lycée Hôtelier, moi, là-bas. Rien à voir du tout avec ce que je fais aujourd'hui, hein. c'est bien, hein. Même C'est- si j'ai c'est- lancé avec ma copine une nouvelle boîte l'année dernière en pâtisserie, ça me remet un Cool. petit pied dedans et un concept qui est super sympa. Mais voilà, j'aime bien m'ouvrir des portes et en même temps c'est aussi cool. Mais c'est très formateur, en tout cas les hôteliers, c'était très sympa. Donc Mhm. écoute, c'est cool. J'aime beaucoup La Rochelle. Bon, bah, top. Écoute, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, Enzo, parce que le but aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en avant ton parcours, mais de manière un petit peu différente, en partant des événements marquants de ta vie, pour qu'on comprenne comment est né le Enzo que tout le monde connaît aujourd'hui, Mhm. ton parcours voilà, les événements marquants qui t'ont forgé, qui t'ont fait transformer, qui ont mis en avant ta résilience, tout ça. Donc, on va essayer de découper tout ça par étapes en passant un petit peu dans le temps, dans le passé, dans le futur. On va essayer de jongler entre tout ça. Mais dis-moi aujourd'hui, donc, si tu devais te présenter simplement, écoute, que dirais-tu sur toi-même? Qu'est-ce que je dirais sur moi aujourd'hui? Bah, à date, du coup, je suis coach de vente et technique de vente. Donc, je forme des équipes commerciales dans du B2B, du B2C, j'allais dire déjà, forcément être plus performante sur tout le scope de vente. Et je trouve aussi surtout à retrouver du sens pour certains dans leur taf. J'essaie juste pas d'être juste un simple formateur qui vient, qui met une picouse d'énergie ou qui balance des vieux concepts vieux comme le monde. J'essaie d'aller un cran plus loin. J'essaie aussi d'intégrer beaucoup d'humour dans la façon dont j'ai d'aborder les choses avec les gens pour qu'ils retiennent et qu'ils s'investissent aussi dedans. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Après, d'où je viens, bah, moi, ça fait 12 ans que je baigne dans la vente. J'étais sportif de haut niveau quand j'étais jeune. Ma vie, ça a toujours été consacré qu'au basket pendant presque 10 ans, de mes 10 à 20 ans quasiment. Bon, allez, on va dire 12, 18 réellement, quoi, où j'ai été vraiment picousé à ce sport. Je suis parti faire des études en Suisse à HEC. Je me suis arrêté en cours de route parce que ça m'a cassé les couilles. Et je me suis retrouvé à avoir ma première expérience pro et donc dans la vente par le plus grand des hasards, qui était de me retrouver devant des supermarchés, de me retrouver devant des gares, des rues au bol en Suisse et de devoir arrêter des gens pour leur vendre une association. Donc les genres de connards qui t'arrêtent dans la rue avec les maillots un peu de couleur pour te demander ta carte de crédit et te faire signer un contrat dans la rue. Bah, ça a été ma première grosse expérience pro, hyper dure, hyper formatrice aussi. Et donc, c'est là où je me suis un peu dévoilé une première fois dans ma vie, à un moment où j'étais totalement perdu. J'avais 20 piges à ce moment-là, même pas, j'avais 19 ans. Et je me sentais perdu dans ma vie, je me sentais nul, j'avais pas réussi à percer dans le basket, j'avais foiré du coup mes études, sachant que j'avais déjà eu un an de retard avant, notamment à cause du sport. Donc je me suis dit, ça y est, t'as 2 ans de retard, t'as même pas 20 ans, t'es une merde, tu vas jamais rien faire de ta vie.
Il y avait que des trucs qui allaient pas. Et puis, je suis tombé sur cette expérience-là et je me suis dit, de toute façon, là, j'ai 6 mois, allez, quasiment 9 mois avant de reprendre des études, cette fois-ci dans le sport, donc autant que j'en fasse dans un truc qui me fait plaisir. Et en attendant, je suis tombé sur cette expérience et ça m'a transcendé. Je me suis totalement révélé avec ce taf qui, pour certains, est la pire chose sur Terre, qui, parfois, j'avoue, l'était aussi pour moi, vu la complexité, en tout cas sur les premières semaines. Et en fait, j'ai été très bon grâce aux gens avec qui j'étais dans mon équipe qui m'ont soutenu, qui m'ont pris par la main, qui ont cru en moi et qui m'ont donné toutes les clés pour que j'y arrive. Et au bout de quelques semaines, j'ai été meilleur vendeur de Suisse. Et je me suis dit, waouh, ah ouais, en fait, putain, je crois que je peux être bon en fait là-dedans. C'est stylé en fait. Alors après, je vais pas vendre des assos dans la rue toute ma vie, mais en plus de ça, tu étais bien payé, donc c'était un truc assez cool. Et donc ça a été, je pense, la meilleure transition et la meilleure renaissance de ma vie que j'aurais pu espérer. Je pense que ce que je fais aujourd'hui et qui je suis, c'est en grande partie grâce à cette expérience qui a été juste en fait un rebond à l'un des plus gros moments d'échec de ma vie finalement. Et donc ça m'a vachement aidé. Après, j'ai repris des études rapido, donc dans le sport, comme je disais, pendant 3 ans dans le sport business, histoire d'avoir un diplôme. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat tout de suite. J'ai pas voulu faire de master. J'ai estimé que 24 000 euros pour faire 3 ans dans une école, c'était largement assez. Sachant que moi, j'ai eu la chance que du coup que ce soit mes parents qui me payent du coup mes études. Donc, je suis pas parti non plus dans la vie avec un crédit sur le dos. Ça, je suis hyper reconnaissant de ça. En revanche, je me suis dit, j'arrête les frais. Enfin, ils arrêtent les frais pour moi. Je me sentais hyper mal de les faire raquer 8 000 euros l'année pour un truc qui sert tellement à rien finalement, où j'ai rien appris. La seule chose que j'ai appris, c'est si tu veux t'en sortir dans la vie, sors-toi les doigts du cul tout seul. En fait, n'attends pas que ça vienne de quelqu'un. C'est pas parce que tu payes 8 000 euros une année d'école de commerce qu'en fait on te doit quelque chose. Finalement, c'est ce que j'ai appris. Parce qu'on était quand même arrivé en tant que bon petit branleur de 22 ans en disant je paye l'école, ils me doivent, ils me doivent. En fait, ils te font comprendre qu'ils te doivent rien. Donc, c'est juste toi qui te démerdes. Et donc, j'ai dit stop au bout de 3 ans. Et on a monté une boîte avec un de mes meilleurs potes de l'époque, avec qui on était dans la même promo. On a monté une boîte de nettoyage automobile. C'était pas du coup un truc hyper sexy sur le papier, mais on voulait entreprendre. Moi, je voulais repartir vivre en Suisse parce que mon ex était en Suisse avec qui je suis resté longtemps. Mon associé était suisse. Moi, j'avais kiffé en revanche mon expérience en Suisse de vente d'ONG et quand j'y avais vécu à Lausanne, j'avais adoré cette ville. Donc, je m'étais dit, Lausanne, cool, ok. ma vie, elle est en Suisse. Ouais, à Lausanne. Au début, j'étais à Lausanne. Et quand je suis revenu enfin, pardon, monter ma boîte, on était à Genève cette fois-ci. Et donc, je vivais chez mon associé, qui était donc, je te dis, un de mes meilleurs potes de l'époque. Là, ça a été encore une fois hyper compliqué. Bon, bah déjà parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat à 22 ans, tu n'en as aucune putain d'idée de ce qu'il faut faire. Tu vas vraiment juste au doigt mouillé. Et la complexité que je me rajoute, c'est que donc bah, je ne suis pas dans mon pays d'origine. Donc je suis loin de mes proches, loin de mes amis, même si je suis proche de mon meilleur pote qui est aussi mon associé. Et je vis chez lui. Et quand je dis chez lui, c'est chez sa famille, chez ses parents, qui ont Ok. une grosse baraque, heureusement. Mais du coup, je tape un peu l'incruste parce qu'en fait, j'ai pas du tout et les thunes de mettre dans une création d'entreprise et de pouvoir me payer un loyer en Suisse. Sachant qu'une création d'entreprise en Suisse, une SARL, c'est 20 000 euros. Rien à voir avec le fait de monter une boîte ici en France. Donc, tout de suite, tu sors beaucoup de cash. Moi, le peu d'économie en fait, que j'ai, je le mets 100% là-dedans. Je fais all-in sur cette création d'entreprise. Et donc, bah, je dors chez eux. Eux, ils sont en plein divorce, la famille. Hyper Ok. compliqué, hyper houleux, tu vois, c'est hyper dur pour eux, alors que c'est une famille, 4 enfants, hyper soudée depuis toujours, enfin, je pense en tout cas. Et là, du coup, ils vivent une période hyper tumultueuse aussi dans la leur. Et moi, j'arrive un peu là-dedans, avec ce truc où je squatte en bas, tu vois, le garage, je dors à la cave. Mais du coup, pour moi aussi, c'est super dur parce que je me sens de trop, je me sens pas accepté, je me rajoute en plus toutes les contraintes entrepreneuriales qui vont avec. Et je rentre chez moi à Noël à ce moment-là, parce qu'on avait tout ça, c'était depuis le mois d'août. Je rentre chez moi, je suis en déprime. Mais quand je te dis déprime, c'est, je me dis, je vais pas y retourner. Je me dis, j'arrête tout. J'étais dans ma chambre, chez ma daronne, à Paris, à écouter le dernier album de Nekfeu et à écouter une fois sur deux une musique de classique. Et j'étais dans le noir, à broyer du noir, en mode putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais quelle idée de merde! Mais pourquoi je me suis lancé? Mais pourquoi j'ai mis toutes mes économies? Mais pourquoi je suis là-bas? Mais vraiment, c'était horrible, horrible. Et je me suis dit, tant pis, vas-y, mon anniversaire, c'est en juin. On me dit, allez, vas-y, je me donne jusqu'à mon anniv. On était au mois de donc décembre, janvier. Je dis, allez, on se donne 6 mois, Nick. Puis si ça marche pas, tant pis, en fait. Ça sera le prix finalement d'un mauvais master. Tu vois, non, mais au moins, j'aurais appris beaucoup plus.
Donc je me suis lancé et c'est là où ça a commencé à prendre. C'est là où on a commencé à signer des jolis noms, Tesla, Mercedes, Volkswagen. En fait, on a pris une bouffée d'air frais. On est aussi sorti de chez lui. Là, le truc, c'est je nous avais négocié des bureaux, un truc de coworking à côté, en disant, tiens, on vous lave deux bagnoles, et puis en fait, vous nous, vous nous filez les bureaux en open space, parce qu'on faisait du coup c'était un business de nettoyage automobile qu'on avait. J'avais négocié ce truc-là. Ça nous avait fait un bien de ouf de sortir de chez lui et d'avoir des vrais bureaux en fait dans lesquels on pouvait aller tous les jours avec des horaires un peu de bureau, tu sais, mais juste de casser cette mauvaise dynamique d'avant les vacances. Et donc hyper bonne expérience, hyper bonne expérience. Et puis après, on diffère quand même tous les deux. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on l'a jamais été réellement en fait sur la création de la boîte, où est-ce qu'on voulait l'emmener, pourquoi on faisait les choses. Donc on s'est vraiment juste lancé à la va-vite en mode on veut juste monter un truc, vas-y go, et puis t'inquiète, 50-50, et puis t'inquiète, on trouvera, et puis t'inquiète parce qu'on est frérot. Puis en fait, c'est vraiment pas pareil dans le business, surtout quand t'es autant néophyte qu'on l'était. Donc stop au bout de à peu près un an. Et puis je rentre en France, un peu une main devant, une main derrière, parce que du coup, en gros, moi, je veux juste couper court à cette situation. Donc je lui cède mes parts pour 1 euro. Je dis, vas-y, prends tout, je me casse. J'en peux plus en fait. Il faut que je rentre. Donc je rentre chez WAM et je me reconstruis. Et là, du coup, je trouve une boîte qui m'a mis le pied à l'étrier de ouf, qui s'appelle WeHelp, qui est une boîte d'aide à domicile pour personnes âgées donc qui aide les personnes en situation de handicap ou les personnes euh, en perte d'autonomie, en tout cas, donc ça peut être des personnes aussi en situation de handicap ou personnes âgées, à rester chez elles le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions. Moi, je me dis à ce moment-là, putain, mais en fait, j'ai envie de repartir dans du social, parce que moi, je kiffais la vente, et j'ai toujours kiffé aussi avec ma propre boîte, mais je kiffais le fait de le faire pour des ONG, parce que j'avais un sens derrière qui était noble, qui était cool. Donc le social, ça me parle. En plus, j'ai mes quatre grands-parents encore aujourd'hui, donc je me dis, en fait, ça me semble évident d'aller aider cette boîte à se développer. Ça me parle de ouf. La mission, elle est dingue. Je veux y aller. Et donc, je rentre dans cette boîte en tant que premier business développeur, premier commercial. Et j'ai la chance, en fait, sans le savoir, moi, j'avais juste vu la mission, j'ai dit j'y vais. J'avais pas vu, je connaissais rien aux startups, je savais pas les mecs d'où ils venaient, etc. Et en fait, les gars, c'est deux anciens du BCG, dont un mec de Centrale aussi, brillantissime. Tout est structuré. C'est la startup idéale pour que ça explose. Et bah, on explose, mais on explose au bon sens du terme. On passe de 10 à 150 en 3 ans. On ouvre toutes les plus grosses villes de France. Moi, les mecs, c'est des frappes atomiques de process, de structure. Ils sont tellement intelligents que j'ai tellement de chats d'être à leur côté, même s'il n'y a aucune culture commerciale, parce qu'on est dans le médico-social, donc c'est particulier, et eux ne connaissent rien vraiment au commercial. Donc, il faut un peu que je fasse mon trou un peu tout seul là-dedans, mais j'ai des mecs brillantissimes autour qui construisent tout, et donc je peux profiter de ça. Et ils me mettent sur des super sujets de formation interne, d'expansion nationale. On me fait confiance parce qu'on voit que j'ai la dalle et que j'ai trop envie. Et chance de ouf. Je deviens donc manager de la partie commerciale. Il y a une quinzaine de personnes sur la France à gérer sur le plus gros canal d'acquisition. Et donc, c'est génial. Je me barre de là. On fait 20 millions de CA. On est donc, je te dis, plus de 150. Moi, j'avais 60% de l'acquise qui était mon canal. C'était ouf. Et après, je me fais chasser par Sunday, qui est une grosse boîte du groupe Big Mama qui se lance, pareil. Je raconterai après, peut-être plus tard, parce que là, je suis en train de me rendre compte que je te tape un monologue depuis 10 minutes, mec. Enzo, franchement, j'ai envie de te dire merci, fin du podcast. Mec, en fait, je te fais toute l'histoire, parce qu'après, je me dis, si je te fais toute Non, l'histoire là, franchement, peut-être que je te tape un monologue de 10 minutes, mais après, tu me j'ai dis, pas osé tu vas t'arrêter aller parce que taper où ça t'intéresse dans l'histoire, en fait, parce que j'ai eu tellement de trucs tout au long que je te donne un peu plus de matière que ce que je fais non, d'habitude. franchement, c'est D'habitude, je super. passe vite, C'est mais super. n'hésite pas à me couper, parce que je parle comme un espèce de gros connard sans m'arrêter. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est génial, tu as donné plein d'informations intéressantes sur lesquelles je vais vouloir rebondir. J'ai pas osé t'arrêter parce que c'était super intéressant. T'aurais dû. Je me suis dit- Je sais pas si tu voulais qu'on passe par étapes, ou s'il fallait que je te En donne fait, tout. Tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure mon parcours. c'est pas important. Peu importe dans le sens que tu parles, moi je vais revenir dans d'autres sens. Là, on est en quelle année? À la fin de ce que tu viens de me dire là. Là, on est en 2021, on est en sortie de Covid, et justement, en fait, j'en avais plein le cul de mon secteur, même si j'adore cette boîte WeHelp, et que je suis encore hyper attaché à eux, et que je leur serai éternellement reconnaissant pour, encore une fois, ce qui m'ont permis d'être encore une fois aujourd'hui, et où ils m'ont pris par la main. On est en 2021, et donc j'ai fait 3 ans et demi chez eux, et c'est après le Covid que j'en ai eu plein le cul, parce que le Covid, quand tu bosses dans le médico-social, nous, on était en première ligne.
Moi, j'étais pas en train de faire des banana bread et de faire du hula hoop toute la journée au soleil. Nous, on allait chercher des masques pour les assistantes, les auxiliaires de vie sociale. Je passais Ok. mon temps dans la caisse à aller dans les organismes de santé. On aidait tous les hôpitaux de France à libérer leurs lits pour les transformer en lits de réa. Donc, on était entre guillemets en deuxième ligne, pas en première, parce que du coup, les premières, c'était les auxiliaires de vie et les soignants sur le terrain. Moi, mais Mais on t'étais en était plein juste dedans, quoi. derrière à essayer de coordonner un max de trucs avec les gels hydro, les masques, les trucs et tout. Et je pense après ça, j'étais un peu rincé et j'en avais un peu marre de ce secteur. Parce que c'est un secteur aussi qui est vieux, qui veut pas se digitaliser, on tourne un peu vite en rond et je pense que j'avais fait un peu mon temps. Et je pense que comme tout sales d'ailleurs, on a tous une date de péremption sur nos secteurs, en tout cas sur nos services et nos produits. Et je pense que j'avais eu le mien là. Et donc je suis parti à mon avis au bon moment, avant d'être totalement dégoûté, avant de faire de la merde en interne, avant de devenir un gros planqué et tout ce que je déteste. Et donc je suis parti ouais, 2021, mars 2021, je quitte cette boîte que j'avais rejoint en novembre 2017 et je vais du coup sur une nouvelle aventure Sunday, donc cette fois-ci dans la restauration, grosse fintech avec le groupe Big Mama derrière. Donc là c'est encore une autre paire de manches. Ok, question qui me vient un peu différente. Là, tu m'as déjà en fait parlé de plusieurs événements qui ont été marquants. Mhm, J'ai compris qu'il y a eu la transition. Bon, ton entreprise, tu l'avais rejoint en 2017. Est-ce mhm. que le podcast, quand tu l'as lancé, l'échec mentionne très bien, ça c'est venu de quelque chose que tu viens de me raconter là? Tu t'es dit en fait, moi mon Ouais, parcours, je sais totalement. qu'il. Ouais, c'est pour ça que j'ai été très long sur le début parce qu'en fait, je pense que les moments où parce que tu m'as parlé de ta thématique, du coup, l'échec, etc. Et en fait, du coup, je t'ai cité avec pas mal d'infos les périodes les plus sombres ou qui ont été les plus formatrices aussi pour moi dans ma vie. Depuis là où je te parle de WeHelp, de Sunday, depuis ça roule en fait. Depuis que j'ai réussi à mettre ce doigt dans l'engrenage du sales et d'être dans des startups qui montent depuis ma vie. Je vais pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais c'est une ascension permanente depuis maintenant 2021. Et donc, tout ce que j'ai cité avant, de sortie de bac à la fin de ma boîte, c'était douloureux de ouf. Ça a été 3 4 années dures. Et donc, Mais il y j'ai a eu oublié le un sens gros de ta game question, changer à ce excuse-moi. moment-là quand même. Ouais, ouais, et puis le podcast, en fait, excuse-moi, ta question, c'était ça, c'est que oui, bah, c'est au moment-là où je crée ma boîte où il y a eu cette période un peu compliquée et où justement les 6 mois qui suivent, où on signe un peu et on fait beaucoup de networking, c'est là où je commence à comprendre ce que c'est que le networking, qui est un gros mot aujourd'hui un peu fourre-tout, mais qui à l'époque, en 2016-17, c'était stylé. Tu vois, de networker, il y avait des trucs, les afterworks, c'était un peu le début de ça, tu vois, genre en France, moi en Suisse. Et donc, c'était cool. Et, euh, et donc, je rencontre un mec qui s'appelle Réginald Bien-Aimé, qui lui organise donc les Fuck Up Night, qui sont du coup des événements autour de l'échec, où il va chercher 3 speakers pros qui viennent parler d'un de leurs échecs, souvent un échec business. Ils ont 10 minutes de temps de parole, ils ont le droit à 10 slides derrière, il n'y a pas le droit de texte que des photos. Donc, le concept est déjà assez cool, je trouve. Ça casse les codes en 2017. Et on parle d'échecs à une heure où, à l'époque, enfin, je te dis, donc, tu vois, il y a 8 ans, personne n'osait en parler. C'était Hmm. tabou. En tout cas, je parle en France et en Suisse, tu vois. C'était des trucs, c'était pas cool. Fallait surtout montrer qu'on était trop fort, qu'on réussissait tout le temps, tu vois. Il y a que les Ricains qui étaient déjà un point d'avance là-dessus. Mais donc, je trouvais ça top. Et donc, j'ai adoré son concept. On est devenu ultra potes avec Réginald. Et quand j'ai arrêté ma boîte, j'étais du coup devenu très très proche de lui. Je lui avais demandé pas mal de conseils avec un autre pote aussi en Suisse sur le moment d'arrêter ou pas. Et en rentrant en France, je me dis, tiens, pourquoi est-ce que je fais pas comme Reg et pourquoi est-ce que je gère pas les Fuck Up Night en France? Et donc finalement, ça s'est pas fait. Pour des raisons, ils avaient déjà donné la licence à un mec, bon, qui en faisait rien du tout. Mais in fine, je me dis, bon, bah, ça tombe bien, parce qu'en fait, l'événementiel, moi, ça me casse les couilles. Mais par contre, 2017, le podcast commence aussi à bien arriver. Il y a Hmm. à chaque fois je cite, il y a une nouvelle école qui n'existe plus, mais qui était un de mes podcasts préférés du coup à l'époque, où ça parlait avec des gens stylés, de tout, de rien, de manière hyper simple, et j'ai adoré ce truc-là. C'est comme ça que j'ai découvert un peu le podcast. Et je me dis, bah, je suis pas plus con qu'un autre, pourquoi je le ferais pas? Et pourquoi je le ferais pas sur cette thématique qui, moi, me parle vraiment, qui est justement l'échec, parce que j'ai jamais eu de tabou, tu vois, ça se sent dans mes communications aujourd'hui, je parle de tout, de rien, je m'en fous, en fait, tu vois. J'ai pas de tabou sur ce que j'ai fait de ma vie, j'assume tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret. Et donc, moi, j'ai toujours été très introspectif aussi sur ma façon de penser, peut-être le fait d'être fils unique ou quoi, donc du coup, je cogitais encore plus tout seul. Je Mais suis fils unique aussi, hein. j'ai- Je ouais, rejoins bah, totalement ce discours. tu vois, du coup, tu te parles beaucoup à toi-même, tu te cherches beaucoup de questions et puis t'as pas les réponses parce qu'en fait, c'est pas forcément avec les grands qu'on va te les donner parce qu'on a des générations d'écart qui comprennent pas le monde dans lequel on vit. Et puis en même temps, t'as pas de frères et sœurs à qui te confier. Donc à la rigueur, c'est tes amis où tu crées du coup d'ailleurs des relations qui sont très 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 fortes quand t'es fils unique, enfin enfant unique.
Et du coup, j'adore parler en fait de sujets hyper profonds depuis que je suis jeune, tu vois. J'adore. C'est d'ailleurs ce qui fait que souvent les parents de mes potes me trouvent hyper mature parce que j'essaie d'avoir beaucoup de recul sur les choses. Je me remets vachement en question. J'ai un esprit hyper analytique sur ce qui se passe autour. Et donc, en fait, bah, je pense que c'est ça qui fait que j'ai envie de parler de ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me dis, allez, go, juste zéro ambition de faire de l'oseille. Je m'en bats la race de faire de l'argent avec ce podcast. Je gagne déjà ma vie avec un CDI à côté. Je veux que ce soit mon petit projet d'à côté, limite un peu entrepreneurial, justement, et où mon seul but, c'est aller à la rencontre de gens du quotidien, inspirants, mais qu'on ne connaît pas, des gens lambda, et qui viennent partager ce qui leur est arrivé dans leur vie, un moment dur, un moment sombre, pour montrer en fait aux gens qu'on vit tous des périodes compliquées et qu'on peut s'en sortir. Mm. Et juste ça. Et je me dis, écoutera qui écoutera. Moi, en tout cas, je vais prendre du plaisir à rencontrer des gens que je connais pas pour parler d'un sujet qui me passionne. Et je vais juste partager du contenu et on verra si ça prend. C'est comme ça qu'est né le podcast. Tu vois, en fait, ce qui est marrant dans ce que tu dis, moi, déjà dans le parcours que tu m'as présenté, je vois déjà beaucoup de performance au travers de ton parcours, hein. dans, dans le fait d'être, il n'y a pas de terme, d'avoir rebondi sur l'échec. Et c'est même le terme phénix, c'est marrant, parce que je redis sur le podcast, ça serait même pas forcément approprié, c'est plutôt parce qu'un phénix, en vrai, c'est un animal imaginaire qui, quand il naît, enfin, il meurt, il renaît de ses cendres, mais c'est la résilience, la définition, mais il n'est pas plus fort. Moi, quand je vois ton parcours, je vois quelqu'un qui était plutôt à la définition de l'antifragilité. C'est-à-dire, Mhm. chaque fois que tu es cassé la gueule, tu as rebondi dessus en disant, OK, je peux en faire quelque chose et devenir meilleur. Et ça qui est cool. Et tu vois, je rebondis également sur le fait d'avoir été fils unique. Enfin, être fils unique, tu te parles beaucoup, tu te poses des questions profondes. Toute mon enfance, je me questionnais sur la mort, sur le sens de la vie. De Mais ouf. tu te dis, mais un gamin ne se pose pas des questions comme ça. Et choses qui ont été qui ont fait partie de mes plus gros combats et qui sont encore aujourd'hui, hein, au travers de ce que je fais, même au travers du coaching. C'est pour ça que j'essaie vraiment de donner du pouvoir aux gens et de les éduquer au maximum là-dessus. Euh, c'est de se dire que j'ai longtemps cherché à me comprendre. Et en soi, c'est le sport qui m'a révélé à moi-même, mais qui m'a également révélé au monde. Me rendre compte du potentiel qu'il y avait derrière, et c'est aussi à l'image de la vie. C'est essayer également de comprendre les autres. D'où mon approche aujourd'hui sur le neurotypage, m'intéressait beaucoup à ce qui se passe dans la tête des gens pour mieux les cerner et mieux communiquer avec eux et pouvoir créer une communauté. Et le troisième point, c'est se faire comprendre, qui est encore un combat aujourd'hui au travers de l'entreprise, pour avoir de l'impact. Et ça, je pense depuis tout petit, ça a toujours été les choses qui ont été, qui m'ont pris le plus de temps à acquérir. Mais la première étape, ça a été déjà de me comprendre moi-même. Je ne sais pas si c'est quelque chose par quoi, si c'est quelque chose qui te parle. Bah si, ce que tu dis, enfin, c'est la même chose pour moi en fait. Je me suis toujours beaucoup questionné. Moi, après, le truc qui a fait, je sais pas si ça a incité, mais quand tu subis aussi pas mal ton enfance, moi j'ai pas mal subi. Bon, le sport m'a révélé aussi. Et j'ai toujours, moi j'ai des problèmes de santé quand j'étais tout petit. Et du coup, après, j'avais des traitements qui ont fait que j'ai pris de la cortisone très tôt. Et donc, je suis devenu très bouboule très tôt. Plus après, bon, faut pas oublier que mamie, elle me nourrissait au sandwich, tu sais, donc du coup, forcément, outre le fait de prendre de la cortisone, tu devenais vite bouboule, encore plus avec mamie. Mais donc, j'ai un peu subi, ouais, mon enfance, où je me sentais pas à ma place, je me sentais, je- tu subis beaucoup, enfin, t'es beaucoup confronté à de l'humiliation aussi quand t'es gros, en fait, quand t'es petit. J'ai été bouboule aussi étant Euh, petit. Ouais, c'est dur quand t'es à l'époque, surtout primaire, collège. Après, quand t'es au lycée, ça va un peu, ça se calme. T'as toujours un peu des cons, ça dépend où t'es. Mais là où c'est dur, c'est le primaire et le collège, parce que c'est l'âge vraiment où les gosses, ils sont méchants sans le vouloir ou Ils sans s'en testent tes rendre compte. limites, Mais voient de quoi tu es capable, et puis ouais, c'est horrible. Du coup, tu subis un peu, donc tu te poses ouais, beaucoup de questions. Et du coup, ce qui fait que j'ai toujours eu un peu une personnalité un peu, j'ai envie de dire, un peu schizo, quoi. En fait, je suis très extraverti dans l'âme, mais donc ça se voit aussi dans les vidéos. J'adore. Là, tout à l'heure, j'étais encore sur une conf que je donnais devant 40 personnes. Je suis un poisson dans l'eau, quoi. Enfin, j'adore ça, tu vois. J'adore les gens, j'adore échanger. Donc, ça me fait triper. J'ai pas peur du tout de parler devant des gens. Moi, je pense, tu vois, aussi le taf que j'ai eu dans la rue m'a aussi beaucoup aidé à assumer ça. Mais je l'avais toujours, je pense, un peu en moi. J'ai toujours aimé la scène. Et pour autant, du coup, étant petit et devant subir tout ce que j'ai dû subir, bah, j'étais aussi très introverti finalement. C'est que quand t'es gros, parfois, t'oses pas parler parce qu'en fait, tu vas te prendre le moindre tacle gratuit qui sort de nulle part, qu'on n'oserait plus du tout faire aujourd'hui, d'ailleurs, heureusement. Mais tu subis un peu de harcèlement, en fait. C'est du harcèlement quand t'es à l'école. t'as Et ça, ressenti du ça, coup, toi, comme du harcèlement?
Ouais, la chance que j'avais, c'est que je pense que j'ai toujours eu quand même un très gros caractère. Donc, ouais, je subissais parce que du coup, on n'oublie pas les mots, tu vois. Et donc, parfois, quand t'es seul après, t'y réfléchis, ça fait mal et tu te flagelles. En plus, quand t'es gosse, t'es genre, t'es un peu sado sur ça. Mais j'ai toujours été un peu une grande gueule, j'ai toujours été plus grand et plus costaud. Donc, en fait, aussi, tu sais, la réponse à ça, c'est souvent la violence. Donc, au pire des cas, si quelqu'un t'insulte, bah, tu le tapes. C'est surtout quand t'es petit, en plus, tu t'en fous, tu vois. Genre, aujourd'hui, tu frapperais pas quelqu'un comme ça dans la rue parce qu'il dit, eh, gros sac. Il dirait, nique ta mère, t'en vas, tu vois. Mais quand t'es petit, tu tapes, tu vois. Donc, c'est un truc pour extérioriser aussi la violence, puis qui vient aussi d'autres trucs. Moi, j'ai eu plein de complexes, je pense, avec les darons. Mes parents, moi, ils sont divorcés depuis que j'ai 2 ans. Toujours eu du mal à trouver la place du père là-dedans. Euh, Éducation totalement opposée, mais tout ce qu'il y a de plus opposé entre ma mère et mon père. Et dans leur profil aussi. Je le disais, je crois, sur notre podcast, j'en rigolais l'été dernier avec ma cousine, mais je me demande, moi, comment j'ai pu venir au monde dans le sens où comment un produit comme moi existe aujourd'hui. Parce que quand tu vois mes darons, tu te dis, c'est pas possible, en fait. Comment ils ont pu être ensemble, en fait? Comment c'est possible, tu vois? Tu touches Comment un les point planètes se sont intéressant alignées? sur quoi là je veux que tu rebondisses. Enfin, j'aimerais bien que tu développes. Euh, pour moi, ce que tu viens de me dire, c'est un petit peu le premier événement marquant. Tu me dis depuis tes 2 ans, tes parents sont séparés. Mhm. Tu l'as pas forcément bien vécu. T'as eu, enfin, t'as eu du mal à trouver la place de ton père dedans. Comment ça s'est passé la relation avec tes parents suite à ça? Ben, c'est délicat parce que ma mère, moi, elle a toujours été hyper présente, peut-être trop, avec aussi ma grand-mère, dans le sens, elles m'ont beaucoup couvé, tu vois, je suis le seul enfant. Ma mère aussi est fille unique, donc du coup, de ce côté-là, tu vois, ma grand-mère, je suis le seul petit-fils. Ma mère, je suis son seul enfant. Donc, elle m'a éduqué en grande partie bah, toute seule, elle n'a pas fait sa vie derrière. Et donc, elle est hyper investie. Ma mère, c'est la bienveillance à l'état pur, tu vois. Genre, elle saurait même pas faire de mal à une mouche, en fait. Elle saurait même pas comment on fait. Donc, du coup, c'est génial parce que tu vis dans beaucoup d'amour et on te donne beaucoup de confiance. Parfois trop. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'avais même développé à force une certaine forme un peu d'ingratitude à l'âge notamment ingrat de l'adolescence. Où en fait, quand on te dit tous les jours que t'es beau, t'es fort, en fait, à un moment donné, tu te dis c'est bon, ta gueule, tu vois. En fait, tu crois même plus, tu vois, genre, parce que quand c'est trop, en fait, les mots ont plus trop de portée et perdent de leur sens. Et de l'autre côté, du côté de mon daron, une éducation très bah, à la dure, quoi. Tu sais, moi, ma famille, elle est immigrée d'Italie, donc c'est un peu comme le stéréotype des gros machos, tu vois, hyper viril. Les femmes, ça bosse pas, ça s'occupe de la maison, ça ferme sa gueule, ça fait la cuisine, ça fait le ménage, ça s'occupe des gosses. Le daron, il est là que pour gueuler, il s'occupe pas vraiment de l'éducation. L'éducation, elle est faite dans l'autorité pure, tu vois, ça crie. Je veux pas dire que ça frappe, il n'y a jamais eu de coup, heureusement, mais c'est toujours très violent verbalement pour faire peur. Donc, du coup, tu as toujours un peu peur et c'est jamais sain. Il n'y a pas trop de mots doux, il n'y a pas trop d'attention. Et puis voilà, donc c'est difficile de se créer un peu une place à ce niveau-là. Ton T'as vraiment daron, connu il... deux extrêmes. Ah, je te dis, tu peux pas faire plus extrême. Je pense que c'est très dur. Ma copine aujourd'hui, avec qui on est et qui a rencontré du coup les deux, me dit, en fait, je comprends pas. Elle me dit, genre, c'est un truc de ouf. Elle me dit, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Est-ce que, attends, je vais te laisser un petit peu, enfin, si tu voulais Non, non, vas-y, continuer vas-y, vas-y, vas-y. là-dessus. Un petit peu plus tard, je vais faire un petit bond dans le temps, arrivé à tes 10 ans, tu me dis que tu as commencé le basket. Est-ce que vis-à-vis de tes parents, alors ta mère, je suppose qu'elle a toujours été présente, mais est-ce que ton père, il a commencé à être davantage vers toi à ce moment-là? Non, non, ma mère elle m'a toujours vachement soutenu, même si elle y comprenait rien. Elle était là à tous les matchs, même c'est elle qui tenait la feuille de match, tu vois, elle était hyper investie. Elle m'emmenait aux entraînements, elle venait me chercher à chaque fois le soir, elle m'emmenait au match le plus possible. Elle était vraiment hyper présente. Et mon daron, non, parce qu'en fait, il s'en bat les couilles de ce sport, tu vois. Mon daron, si j'avais fait de la motocross ou du kart, enfin, si j'avais fait n'importe quel type de sport mécanique, peut-être qu'il se serait investi, parce que finalement, c'est des choses que lui, il aime, donc il se serait investi. Vu que c'était quelque chose dont il se foutait royalement, si tu veux, genre moi, mon père, les sports co, les sports de ballon, il aime bien le rugby, tu vois, un peu, parce que parce qu'il a le physique pour, j'ai envie de dire, mais sinon, il s'en fout un peu, tu vois.
Donc non, non, il a jamais été présent. Il a été présent quelques matchs en fait, parce que en fait, j'avais un week-end sur deux avec mon père ou ma mère. Donc les week-ends où il y avait match, bah, il venait avant de me redéposer, ou ça dépendait quel jour ça tombait. Mais il y a plein de fois où je sentais que ça le faisait chier, ou en fait juste il me déposait, il se cassait en fait. Et puis après, c'était les autres qui me ramenaient parce qu'on habitait dans la même ville, mais lui restait pas regarder le match. Il me lâchait devant. Ou alors même des trucs où les week-ends, mon père aime beaucoup voir ses potes, mais ce que je comprends moi aussi aujourd'hui. Mais donc du coup, si je pouvais avoir un match qui tombait mal sur un week-end, on avait prévu de voir des amis, Ça elle faisait me disait bon, on comprendre, va quoi. pas au match. Mais Ok. j'étais en mode genre, mais à quel moment en fait je veux pas à mon match, c'est un ouf, toi. Donc Est-ce qu'à ce moment-là, toi, l'adolescence, c'est là en vrai où le caractère se fait, où on crée enfin, la personnalité se construit. Est-ce que tu as eu cette conversation avec ton père? non, j'ai eu une fois une conversation avec mon daron. C'était au moment où je pars vivre un an en échange au Canada. Donc c'était un an avant de monter ma boîte. Donc c'était 2015-16. C'était à l'été 2015 ou 16, je sais plus. Et donc j'ai quoi? Ouais, j'ai 20, petite vingtaine d'années. Et je me dis, ok, bon bah peut-être qu'il est temps de parler. Et c'est pas mal ma copine de l'époque qui me pousse parce qu'elle voit que la relation, elle est pas très saine, c'est pas très cool. Et donc, elle me pousse un peu à y aller, à essayer de parler. Et on a eu du coup qu'une seule conversation, un peu, je pense, dans ma vie. C'était ça. C'était donc, ça remonte à il y a 10 ans maintenant. Et, et on s'est dit des trucs, mais bon, je saurais même plus exactement te dire. Parce que je pense que si moi, c'était à l'époque ou à 20 ans, dans cette période-là, j'avais plus des reproches à lui faire qu'autre chose. Et pour autant, je lui ai pas fait tous les reproches que j'aurais pu lui faire, je pense. Mais j'avais un peu besoin de vider mon sac pour avoir sa vision à lui et ses réponses, parce que, euh, parce que j'ai aucune idée de ce que peut penser mon père. Mais même aujourd'hui, hein, j'en ai aucune idée. Je peux En pas fait, te dire à c'est ce à quoi exactement il là que je voulais pense. en venir. C'était est-ce que t'avais déjà essayé de chercher à le comprendre? Te dire, Bah, t'essaies je vais par me des confronter un petit peu déductions. à lui Ouais, pour... mais t'essaies par des déductions, mais tu t'essaies, ou si parfois tu peux essayer d'amener, mais en même temps, tu sais, genre t'es jeune, t'es ado, donc en fait, toi, t'essaies de le faire, mais tu peux essayer d'amorcer un sujet, et puis en fait, quand tu as juste une réponse froide de l'autre côté, bah en fait, tu veux pas plus creuser, tu sais même pas comment faire. Donc, donc non, il y a plein de choses, et puis en fait, il y a des comportements qui perturbent plus qu'autre chose, tu vois. Donc en fait, tu te dis, mais en fait, est-ce que vraiment, genre, mon daron, il en a quelque chose à foutre de WAM, quoi, tu vois. C'est un peu le truc que tu te dis à ce moment-là. Est-ce que je suis pas plus un boulet pour lui? Est-ce qu'il m'a pas toujours considéré comme un boulet toute sa vie? Et c'est un truc sur lequel moi je me suis beaucoup construit à partir, je pense, de l'adolescence, justement. À mon avis, jusqu'à l'adolescence, je me rendais pas compte. J'étais pas à l'aise chez eux, je me sentais pas bien, mais, mais je l'avais peut-être pas autant. Puis après, quand tu commences un peu à comprendre que tu es un peu plus, un peu plus comment, libre de tes mouvements, en tout cas, bah, ouais, tu te dis, je suis pas sûr que je l'intéresse tant que ça, tu vois. Et t'as jamais eu de réponse non plus vis-à-vis de tes grands-parents là-dessus? Car peut-être qu'il a... Je Non, sais pas j'ai s'il a essayé, eu des c'est une frères très et bonne sœurs et remarque. que ça se passait pas forcément bien. Si, il a une sœur, du coup, mon père avec qui il s'entend pas, parce qu'ils se parlent pas. Excuse-moi, j'allais Euh, dire, pourquoi ça m'étonne pas? Ouais, ouais, ils C'est un peu un s'entendent loup pas, ils se solitaire, parlent ton père, pas. non? Ouais, full, très très solitaire. Et du coup, mes grands-parents, si, bah, c'est vrai parce que mon grand-père, pour le coup, lui, parle beaucoup plus. Euh, et ma grand-mère, pour le coup, parle elle pas beaucoup. Donc il hérite un peu des deux. Il a le gros caractère de mon père avec le côté froid de ma grand-mère, un sacré mélange. Et du coup, j'essaie parfois un peu d'y aller chez eux, parce que je suis assez proche pour le coup de mes grands-parents. En tout cas, j'essaye de les voir fréquemment. Et donc, à une période de ma vie, j'essaie un peu de les questionner. J'essaie un peu de voir, du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux. Ou du coup, est-ce que je suis un peu fou? Est-ce que finalement, il en a pas vraiment rien à foutre, tu vois? Et j'ai pas vraiment de réponse en réalité. Alors après, pareil, encore une fois, comme tu es jeune, c'est est-ce que j'amène bien les sujets aussi? Est-ce que je pose des bonnes questions? Ou est-ce que j'essaie pas de poser des questions pour entendre ce que je veux entendre sans vraiment vouloir ouvrir le dialogue et qu'ils me disent des trucs? En même temps, j'ai aussi l'impression que mon grand-père, il botte en touche complètement parce que il est fan de mon père, parce qu'ils ont toujours travaillé ensemble, ils ont été très proches, et donc mon grand-père lui a un peu toujours tout passé, parce que ce qui est important dans la vie pour mon grand-père, il n'y a qu'une seule chose, c'est le travail. Travail. Ouais. C'est-à-dire Une que génération, hein.
Mes grands-parents, Il y a c'est que pareil. ça qui compte. Il y a que ça qui compte. Lui, il a commencé à Ah, ça a bugué à nouveau. bosser. Attends, Il tu avait bugs là, 12 Enzo. ou 13 ans sur les champs il y a seulement 2 ans. Attends Euh, 2 secondes. tu m'entends? Là, c'est bon, ouais. C'est qu'en fait, je voyais ta Ouais, tu tête m'entends? qui bougeait plus et tes mots parlaient après. Là, c'est bon. Il y a un Ah ouais. léger Là, c'est bon, ouais. Ouais, on est bon, on est bon. Ok. Du coup, j'ai pas Là, c'est entendu bon. la fin de ce que tu me disais. Excuse-moi, je crois que c'est quelqu'un qui m'a appelé en même temps. C'est pour ça que j'ai raccroché. Ok. Je disais que mon grand-père, il a bossé sur les chantiers depuis qu'il a 12 13 ans. C'était hyper important pour lui. Il s'est construit dans le travail. Il a 86 ans aujourd'hui et il a fallu qu'il ait un cancer des poumons pour s'arrêter de bosser il y a 2 ans seulement. Tu vois, donc mon grand-père, il a bossé plus de 70 ans dans sa vie. Tu vois. Et s'il n'avait pas là le cancer, bon, il continuerait encore de bosser. Tu vois. En fait, c'est un acharné, c'est un passionné aussi de son taf. Il adore ce qu'il fait. Mon grand-père il a toujours bossé sur les chantiers jusqu'à ce qu'il devienne entrepreneur et qu'il ait une boîte avec beaucoup de salariés. Puis après, finalement, qu'il se remette à faire lui-même ses trucs parce qu'en fait, lui, ce qu'il aime, c'est aller sur les chantiers, lui, c'est faire des salles de bain, c'est monter des maisons. Alors que c'est un entrepreneur dans l'âme, mais il adore aussi mettre la main à la pâte. Donc lui, ce qui est important, c'est le travail. Et mon père a toujours su répondre à ça, parce qu'il est extrêmement doué, mon père, dans tout ce qu'il entreprend. Que ce soit du coup pareil dans ce même métier que le bâtiment, où à un moment donné, il a eu un magazine de jet ski parce qu'il était fan de jet ski et qu'ils ont monté un magazine à l'époque. Et ils étaient numéro un des ventes en France. Donc globalement, tout ce qu'il entreprend, il réussit bien. C'est un, il est plutôt très très smart pour le coup à ce niveau-là. Euh, mais donc mon grand-père, lui, est, je pense, un peu tout passé parce qu'il réussit et qu'il coche la case qui est importante pour mon grand-père. Mais du coup, tout le reste, j'ai envie de dire, tu vois, un peu humainement, c'est plus délicat, tu vois, genre, c'est plus froid en fait, tu vois. Il a jamais cherché non plus à davantage se connaître, je pense, dans cette direction-là. Donc, il a toujours fait que avec ses mots, quoi. Enfin, sa manière dont il, lui voyait les choses. Après, l'éducation, elle vient. Enfin, je veux dire, il y a pas de mode d'emploi pour être parent. C'est Euh, clair. voilà. Il y en a ils n'arrivent pas. Et quelqu'un qui n'a jamais vu d'autres exemples que ce que lui-même a eu, il se dit, tiens, ça devrait marcher comme ça et pas autrement. Après, je peux pas te Oui, tu dire, mais reproduis. Tu comment? reproduis les schémas. Tu reproduis les schémas en fait, sans t'en rendre compte. Si tu te poses pas de questions, si tu te remets pas en question, si pour Exactement. toi c'est juste normal parce que toi, on t'a éduqué comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut éduquer, euh, bah en fait, forcément, ça fonctionne pas. Du coup, tu as toujours cherché à, enfin, je pense, durant ton adolescence, alors, je sais pas, est-ce que quand ton père venait à des matchs, est-ce que tu as déjà eu des compliments ou est-ce que tu cherchais à dire, tiens, au moins un bien joué ou c'était bien ce que tu as fait? T'as Non, pas cherché à avoir des trop. retours comme ça? À dire, Bah, tiens, je pense que tu cherches toujours, en fait, c'est sûr. Je pense aussi, hein, finalement, grâce à ça, même si quand tu regardes en arrière, à l'époque, c'était hyper douloureux. Mais aujourd'hui, avec le recul, bah, je suis content d'être passé par là parce que je pense que si je performe autant aujourd'hui, si j'ai été top performer dans toutes les boîtes où je suis passé, si j'ai toujours voulu être numéro un partout, c'est parce qu'en fait, au fond, tu veux plaire à ton daron. Tu veux avoir la reconnaissance de ton père, en fait, et tu veux montrer que tu es le meilleur partout. Et au basket, j'étais le meilleur de mes clubs à chaque fois où je suis passé. J'étais meilleur joueur, j'essaie toujours d'être le meilleur joueur sur le terrain, j'essaie d'être irréprochable. Et donc, forcément, c'est le genre de truc auquel tu veux répondre. Tu veux que ton daron, il soit fier, tu vois. Parce que quand t'es garçon, en plus, tu t'identifies beaucoup à ton père, tu vois, parce que forcément, tu as l'image masculine. Surtout, comme je te dis, moi, dans mon milieu très machiste italien, bah forcément, tu prends un peu la figure du père comme exemple au départ et t'essaies de plaire. T'essaies, oui, d'avoir des compliments ou ouais, t'essaies d'avoir un Ouah, c'était incroyable, t'as trop bien joué ou peu importe, chose que j'ai jamais eu, bien évidemment. Mais donc, finalement, bah, vu que tu l'as pas, bah, tu es toujours en quête, donc tu veux toujours plus, 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 quoi. Ce qui est marrant, c'est que dans ton discours, en fait, je te vois à travers deux personnes. Je te vois un petit peu dans le discours qu'a eu David Laroche avec son père. Je sais pas si tu as déjà, si tu connais ou si tu as déjà été écouté. Je connais David Laroche, mais j'ai sans doute pas écouté ce truc. J'ai dû Relation écouter très, enfin, quelques pas trucs. conflictuelle avec son père, mais il a toujours cherché voilà, sa reconnaissance, jamais un compliment, jamais rien. Alors pourtant, père était fier de lui, il l'a compris plus tard, mais il l'a compris également en se mettant à sa place que son père lui avait jamais dit je t'aime et qu'il savait pas comment faire, toi, pour le montrer. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est ce que j'ai compris après coup aussi, hein. Voilà. Et d'un autre côté, différemment cette fois-ci,
Tu vois, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Damien Noël, que j'ai reçu sur le podcast en deuxième invité. Il fait un bisou à Damien. Niveau sportif, je te vois un petit peu, enfin, quand j'écoute ton parcours, je te vois, vous avez un parcours qui est proche là-dessus, voir tout donner dans un sport de ses 10 à 20 ans et te dire, alors, après, le résultat n'est pas forcément le même, mais j'ai pas atteint ce que je souhaitais. Je prends une autre direction. Pourtant, je me suis donné à fond. Euh, Comment ça s'est passé au niveau sportif? Euh, Julien, tu me dis comme quoi tu t'es donné à fond, tu as toujours été le meilleur là où tu voulais aller, mais t'as pas atteint tes objectifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, différentes choses là-dedans. Outre, j'en parle là comme ça, je le mets de côté, la fausse excuse qui en est vraiment une de j'étais pas assez grand, en fait, pour percer dans un sport comme le basket. C'est-à-dire que c'est un sport hyper discriminant. Tu mesures Si combien tu fais déjà? pas un 1,80. Donc, si Ah, tu c'est veux, je vrai suis que vraiment genre les plus le petits font rat du. 1,86 m. Ouais, minimum, c'est ça. Genre, en vrai, en dessous d'un 90, t'intéresses personne. Ou au pire, il y a un mec sur les 15 dans le club qui fait moins d'un 90. Et il y en a un sur 15. Donc, en fait, le poste, il est toujours plein en permanence. C'est ultra compétitif. Donc, outre le fait que du coup, je me battais sur le poste le plus dur, et donc j'avais que ça, donc ce qui était compliqué. En fait, j'avais aussi tout bêtement pas le mental. Tu vois, genre, j'étais très bon dans les clubs. J'ai toujours été le meilleur, un des meilleurs en tout cas joueurs du club partout où je suis passé. Euh, Et quand il s'agissait, pardon, du coup, de détection vraiment nationale et tout, en fait, je chiais parce que je comprenais pas les règles, en fait, finalement. Moi, le basket, ça a toujours été une passion, mais parce que du coup, j'adorais jouer avec mes coéquipiers, même si je voulais être le meilleur sur le terrain. C'est un sport d'équipe. Et en fait, je savais pas ce qu'il fallait pour percer un sport de haut niveau. Parce qu'en fait, toi, tu vois que la NBA, tu vois que des pros, tu comprends pas ce que c'est que leur quotidien. Tu sais pas. Sauf si tu es à l'INSEP dès 14 ans, ce qui n'était pas mon cas. Mais du coup, tu comprends pas ce qu'il faut pour percer. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être un énorme enculé d'égoïste pour percer. Chose que j'ai pas réussi à être réellement, parce qu'en fait, pour moi, c'est un sport d'équipe, et donc j'ai pas compris que quand il fallait aller en détection, il fallait être un putain de gros enculé d'égoïste qui pense qu'à sa gueule, qui en a rien à foutre des gars, et qui joue que pour lui. Et ça, je savais pas faire. J'avais pas le jeu pour ça, en fait. Moi, j'avais un jeu très collectif. J'étais très adroit, je shootais très bien, j'étais très polyvalent, mais c'était avant tout un sport d'équipe. Et donc, je comprenais pas. Donc, en fait, je me mettais jamais en avant et je venais toujours la boule au ventre, en fait. D'où le fait déjà que j'étais un peu plus gros, même si ça allait mieux après. Mais du coup, le manque de confiance qui venait d'avant, bah, en fait, se répertoriait là parce qu'en fait, du coup, j'osais pas. Aujourd'hui, tu me verrais, j'arriverais, j'irais tchatcher tout le monde, je m'en battrais les couilles, je serais en train de faire le, entre guillemets, un peu pas l'idiot, ce que tu veux être sérieux par rapport aux équipes qui viennent te sélectionner, mais je serais pas en souffrance. Quand j'arrivais, je regardais mes pompes. Je traînais les pieds, je regardais mes pompes, j'osais pas trop regarder les gars. Tu vois, j'avais peur en fait. J'avais peur de me confronter à d'autres gars en fait. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Et donc, je pense que j'avais pas du tout le mental. En fait, on te demande d'avoir une. Alors qu'aujourd'hui, je pense que je les croque cru, tu vois. Avec le mental que j'ai maintenant, là, 13 ans plus tard, je regarde tout le monde droit dans les yeux, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais à l'époque, je n'avais pas cette mentalité-là. À l'époque, je n'avais pas assez d'expérience pour avoir ce genre de mentalité que j'ai aujourd'hui. J'avais pas du tout confiance en moi. Et donc, c'était hyper dur parce qu'en fait, on te demande vraiment d'avoir un mental de mec de 30 ans alors que tu en as 15 et d'être surdiscipliné que ta vie, même si moi je m'entraînais de ouf et tout, j'avais pas du tout, ne serait-ce que l'hygiène de vie de maintenant. Aujourd'hui, je mange hyper bien, je vais pas dire que je compte mes calories, mais je fais gaffe à ce que je bouffe, je m'entraîne, je suis hyper régulier, je suis hyper discipliné. À l'époque, j'étais discipliné dans le sens où j'ai un horaire d'entraînement, j'y vais, je réfléchis pas. Donc c'était ma discipline, mais c'était que j'étais régulier, mais j'avais aucune discipline à côté. Aucune discipline à côté. J'arrivais à des matchs parfois, j'étais sorti la veille parce que je voulais pas sacrifier non plus ma jeunesse et donc, si j'avais un anniversaire et que je rentrais à 5 heures du mat, à 11 heures, j'étais sur le terrain. Après, j'assumais par contre, hein. Mais je m'en battais les couilles, je sortais. Donc, j'avais pas du tout la rigueur nécessaire pour espérer percer. Est-ce que à côté de ça, sachant que le collège, tout ça, tu m'as dit que niveau social, c'était pas forcément le mieux, tu as subi une certaine forme de harcèlement, enfin, c'était pas toujours très cool vis-à-vis de ton poids ou des normes physiques. Euh, le sport à côté, c'était quelque chose qui prenait de la place pour toi, c'était important, c'était une passion. C'était quoi tes rêves à ce moment-là?
Les rêves, quand au collège, je pense que c'est là où je commençais vraiment à goûter le sport. Ouais, basket, j'ai dû commencer vers 10 11 ans et ça a commencé à être très sérieux dans ma tête vers 12 13 ans. Donc ouais, le collège, C'était pas l'école, la dou- direction, quoi. C'était vraiment le sport. ah ouais, 12 15 ans, Ok. je m'en battais la race de l'école. Moi, je venais, j'avais des bonnes notes pour faire plaisir aux darons et pas me faire défoncer. Et qu'on me dise pas demain, t'as pas de bonnes notes, donc tu vas pas à l'entraînement. Chose que certains de moi de mes coéquipiers avaient parce qu'ils étaient cons comme des chaises. Et donc les parents bah, privaient le sport. Donc moi, je me suis dit jamais de la vie. Ouais. Euh, Je Qu'est-ce qu'il y comprendrai a? jamais cette mentalité, par contre. Ouais, moi ça me rend ouf parce que tu briefes tellement ton gosse d'un truc qui est tellement important pour lui et Ah, franchement ça même, rendait tu dis ouf. juste, tu le prives d'être en forme ou d'être bien-être, de prendre du plaisir. Ouais, horrible. Horrible, horrible. Donc du coup, donc, dans tous les cas, bon, je voulais avoir des bonnes notes aussi parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est de plaire à la famille et de montrer que j'étais le meilleur. Bon, j'ai jamais été meilleur, mais j'étais bon, j'avais des bonnes notes. Mais l'école, je m'en branlais. Moi, je voulais juste aller voir les potes. L'école, quand je me levais le matin, c'était qu'est-ce qu'on va faire comme connerie aujourd'hui? C'était quelle merde on va pouvoir faire ensemble à l'école. Et mon rêve à côté, c'était de jouer en NBA. C'était genre d'être pro de basket. De mes 12 à 15 ans, j'avais ce rêve qui était vraiment pour le coup un rêve, quoi. C'est le truc des posters dans ma chambre. J'avais pas une seule place, il y avait plus de papier peint. C'était que des posters de basket partout. J'arrivais chez moi, je regardais NBA+. C'était une chaîne qui n'existe plus. Mais genre, j'étais branché sur le basket du matin au soir. Il y avait, rien ne m'intéressait à part ça, tu vois. J'aurais des tableaux derrière pour savoir s'il n'y avait pas un ballon de basket quelque part. Non, il n'y en a pas. Il y a plus trop de basket là. C'est le seul sport encore que je suis là. Avant de ce midi, je regardais encore NBA Extra, donc c'est le seul truc. Mais je j'avais que ça qui m'intéressait. 12 15 ans. Est-ce que Après, les ça a meufs, été ils commencent aussi à un... arriver. Tu commences à t'intéresser aux filles aussi à cet âge-là. Mais voilà. Est-ce que ça a été une forme de... Alors, je sais... Comment est-ce que tu as arrêté le basket? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit, écoute, si tu veux évoluer, c'est plus possible, en tout cas pas dans la direction que tu souhaites, ou t'as arrêté de t'y retrouver dedans? Tu t'es dit Ça s'est fait performance passion, ça colle naturellement. pas? Ouais, en fait, ça s'est fait naturellement. Je me suis dit après le bac, bon, bah, en fait, c'est fini. Enfin, soit et j'aurais pu sans doute être jouer au meilleur niveau amateur en national dans un club où j'étais déjà du coup et du coup j'aurais peut-être gagné un SMIC, un mauvais SMIC pour m'entraîner 3 fois par semaine plus sacrifier tous mes week-ends pour un mauvais SMIC et un job de merde à côté sans doute. Soit je me suis dit en fait c'est bon on fait une croix dessus, tant pis, c'était cool, j'ai kiffé, mais faut arrêter parce qu'en fait là maintenant peut-être que je me concentre sur autre chose, à savoir ce qui était une connerie à l'époque mais un début de truc intéressant, les études. Ok bon bah stop, je serai pas pro. C'est bon, c'est fait, ça fait chier, mais ok, je serai pas pro. Donc j'ai arrêté, et j'ai arrêté gentiment. En gros, quand je suis parti faire HEC Lausanne, donc après le bac, bah, j'ai encore joué cette année-là. C'était déjà un peu détente, parce que c'était vraiment que du loisir, 3 fois par semaine. On arrivait, c'était match. Et moi, j'adorais en fait. On arrivait, on faisait des matchs pendant 2 heures. Et ça s'arrêtait pas, et c'était trop bien. Et je me suis fait plein de potes là-bas. Et on a été vice-champion universitaire suisse. Et c'était cool. Genre, et après ça, j'ai pu jouer. Comment ça se passe en Suisse? Il y a le... Parce qu'en France, ouais, on a l'UNSS. C'est Non, nul. bah, t'as une ligue avec les universités. Nous, Ah, il y a vraiment c'était des... Ok. l'UNIL, du coup, l'université de Lausanne. Et puis, en fait, chaque université a ses équipes. Donc, notamment, bah, là, moi, j'étais avec les baskets, mais il y avait aussi plein d'autres sports. Et puis, bah, dans l'année, tu as un tournoi où plein d'universités, du coup, s'affrontent. Et puis, le gagnant des 2 jours, il est sacré champion, quoi. Donc, voilà. Ok. Donc, on Ouais, était en finale, on se c'est un marrait, petit peu c'était plus cool. développé déjà qu'en France, parce que je viens en France. Ouais. Ça, j'ai toujours trouvé ça triste et j'espère que, en tout cas, ça fait aussi partie un peu de mon combat que de faire changer ça au niveau d'éducation. C'est de se dire que, admettons que tu es bon dans un sport, tu es bon dans quelque chose, jamais on te poussera dedans, jamais on te valorisera. Alors qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays anglophones comme ça, tu es bon en sport, ok, on va te dire, tu veux aller là-dedans, super. Bah, sois prêt à tout donner pour ça parce qu'on va te pousser là-dedans. Et on va Mhm. te suivre, on va te soutenir. Par contre, à côté de ça, voilà, va falloir vraiment se sortir les doigts, quoi. Oui, Après, c'est pas pour briser non plus les rêves aux gens, parce que j'ai déjà, tu vois, dans le podcast de Quentin Randis, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais. ne dis rien. C'est un mec qui a fait alors, en sport loisir, hein, du football américain, et il y a un gars dans son équipe, un jeune, et qui avait un sacré potentiel. Et ce mec-là s'est fait remarquer, il lui a dit, écoute, son coach lui a dit, c'est à Valence, c'était à Valence, en Espagne, il lui a dit, écoute, enfin, on lui a fait une proposition. Et le coach il a dit, moi, je suis prêt à te pousser là-dedans. J'ai des contacts parce que j'étais un ancien joueur pro, à te faire partir aux États-Unis.
pendant 1 an, 2 ans, tout est payé, tout est voilà, vol, déplacement, en tant que sport-études. Et vraiment, on te pousse dans le football US parce que tu as un vrai potentiel. Sauf que malheureusement, bah, les parents ont dit, écoute, bah non, bah, il est jeune, il a même pas son bac, on va pas le laisser partir comme ça. Le coach a dit, ouais, mais c'est une expérience ou une opportunité qui se représentera peut-être pas 9 fois dans sa vie. Ses parents ont fini par dire non. Et Mm. le coach a dit, bah, il s'est déplacé chez ses parents, il a dit, écoute, mais vous vous rendez pas compte, le gamin, c'est pas tous les jours qu'il peut avoir quelque chose comme ça, quoi. Il a dit, non, mais non, mais enfin, il n'y a pas encore cette éducation-là en France, parce que nous, en France, voilà, comme je dis, tu as l'UNSS, on t'est bon ou pas, personne n'en a rien à foutre, et ça change De rien. ouf. Et j'ai du coup, c'est quand même bête parce que, enfin, quand dans ce que tu m'as dit, je voyais ça, le fait qu'il y a des parents qui coupent des ponts à des enfants, ce que tu as dit tout à l'heure. Alors tiens, on va pas, t'as pas des bonnes notes à l'école, on t'empêche d'aller au sport ou des choses comme ça. Et c'est dommage. Mais j'espère vraiment que ça Mhm. pourra bouger un jour. Je souhaite aussi pour les gens qui sont passionnés, de ouf. Après, quand je dis que je veux pas couper les ailes, je dis t'as beau être excellent dans ce que tu fais. Tu vois, au club d'entraînement, des Kylian Mbappé, il y en a peut-être 15, mais il y en a qu'un seul là, qui est devenu une star. Bien sûr. Ouais, non, mais on se rend pas compte de. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est du sport business aujourd'hui. Donc il y a une couverture médiatique qui est énorme. Et puis c'est un truc où on est fan de sport, pas que les garçons, les filles aussi. Et donc on idéalise aussi ces gens forcément parce qu'on se dit que c'est la belle vie, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de notoriété, beaucoup de fame, il y a beaucoup d'argent aussi derrière, mais aussi beaucoup de sacrifices, il y a aussi beaucoup de trucs compliqués. Donc bon, tout le monde n'est pas prêt. C'est comme l'entrepreneuriat finalement. Les gens pour être heureux, ils sont pas prêts à sacrifier ce qu'il faut pour y arriver. C'est pas pour tout le monde Euh, d'entreprendre. non, 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 entreprendre ou le sport ou pareil, du coup, c'est pas fait pour tout le monde. C'est que tout le monde peut rêver de ça. Tout le monde peut rêver d'être heureux ou de se sentir accompli là-dedans. Mais tout le monde n'y arrivera pas parce que tout le monde, oui, n'a pas le courage nécessaire pour faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre ce genre de résultat. C'est ça qui C'est fait ça. d'ailleurs la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui arrivent pas, hein. Exactement. Mm. Mais non, je change totalement de sujet. Mhm. On est en 2015. Tu fais toujours du basket. Tu te vois. Tu m'as dit que physiquement, t'étais encore bouboule. Qu'est-ce qui a fait que physiquement. 2015, ça va, non. 2015, je suis plus bouboule, ça va. Ok. Je crois que ça doit être 2010, 12. Je suis bouboule jusqu'à mes 14 ans, ce qui a fait que j'ai changé En fait, voilà, physiquement. c'était ça. C'est est-ce que tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a eu déclic. Alors, je crois que c'est un été, justement. En fait, c'est la transition collège-lycée. Donc, à ce moment-là, j'ai de 14 ans. Et je rentre de l'été. Je crois que je me pèse, ce qui n'est pas très commun. Je fais pas ça non plus tous les 4 matins. Alors, je me pèse et je crois que je passe la barre des 90 kilos. Et je me dis, waouh, ah ouais, c'est dur. Tu sais, tu prends un peu un coup, tu fais genre, ouah. Déjà que je me trouvais pas beau. Enfin, je m'aimais pas du tout physiquement. Je me le répétais d'ailleurs, ce qui est très dur pour soi, quand on se dit des trucs méchants à soi-même, c'est pas bien. Mais je me le disais, parce que j'essayais d'être totalement franc avec moi, hein. J'essayais pas de faire genre, de me camoufler. Vraiment, je me trouvais dégueulasse. Et c'est les mots que j'employais, tu vois. Vraiment, t'es dégueulasse, quoi. Et, euh, et donc, je passe cette barre des 90 kilos et je me dis, ouais, putain, non, mais là, faut faire quelque chose. Et ça coïncide pile avec le fait que du coup, je switch d'école, donc je passe du collège au lycée. Et c'est à ce moment-là que je décide justement d'aller en horaire aménagé, donc en sport-études, en fait. Et Ok. je change de lycée, donc moi, j'habite à Paris, banlieue parisienne à l'époque, et je vais à Boulogne. Et en sport-études, du coup, enfin, en horaire aménagé, où je bosse que les matins et l'après-midi, je suis libre pour aller aux entraînements et le soir. Et du coup, je change de club. Je vais dans un club à Versailles, du coup, qui est plus fort, clairement, que où j'étais avant, avec un nouveau coach qui arrive, qui nous rince sa mère, mais genre, il nous fait faire que courir, que des suicides et tout, genre vraiment des trucs. Il vient d'arriver dans le club, donc tu sais, il veut poser un peu son autorité et nous Ok, faire moi je me comprendre chauffe, moi, les gars. qu'on. Ouais, et puis surtout, il va nous faire comprendre qu'en fait, on va être une équipe défensive et on va savoir courir. Et quand les mecs, au bout du troisième quart-temps, ils sont rincés, nous, on en a encore sous le pied. Et il avait totalement raison. Et c'est comme ça qu'on gagnait la plupart aussi derrière nos matchs, c'est qu'on avait des cardio de bâtard. Et donc, moi, en l'espace de 6 mois, je perds 12 kilos. Et je passe de 90 à 78. Et en fait, je vois à ce moment-là, ça c'est vraiment genre horrible, hein. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille à tous les gens quand même de faire du sport, outre la pratique qui est top et pour juste la santé, mais pour le regard des autres et juste l'intégration sociale des gens. Moi, je vois du coup d'où je pars depuis le primaire, le collège. J'intéresse pas grand monde. Je suis assez dégueulasse. Tu vois, genre, je suis pas le mec populaire. Tout le monde s'en fout de ma gueule. Je commence à devenir pas mal.
tu sais, genre, finalement un peu potable, tu vois, genre, pas trop une mauvaise gueule. Et puis, comme justement, je compense pas, heureusement, je pense avoir un peu de charisme à la base, bah, du coup, en fait, maintenant, c'est plus sympa, tu vois. Maintenant, les gens, ils me parlent plus, tu vois, genre, j'intéresse plus de personnes, j'intéresse plus de nanas aussi, du coup, forcément, à ce moment-là. Et en fait, je vois, du coup, les deux côtés, tu vois, du truc. C'est, t'es gros, t'intéresses personne, t'es un peu pris, tu vois, pour de la merde. Et d'un coup, je perds 12 kilos et, ah, socialement, j'existe. Mm. Et c'est assez dur, tu vois. C'est cool quand tu le vis, parce que tu dis, putain, merci, enfin, quoi. Je pensais que j'allais vraiment avoir une vie de merde. Et en fait, tu te rends compte à quel point aussi l'apparence sociale, l'apparence, pardon, le physique, socialement, l'importance que ça a. Et donc, ça fait un peu de la peine. Et en même temps, bon, bah, c'est comme ça, quoi. En fait, tout a découlé du fait que ce coach en soi en sport vous mettez, enfin, ce coach, c'était un prof de PS, quoi, c'est ça? Non, non, c'était mon coach de basket. Ok. Que ce coach était plus rude et que clairement, l'activité supplémentaire t'a fait perdre du poids, tout a découlé derrière, mais il n'y a pas eu de déclic directement en disant faut que je me prenne en main, faut que j'apprenne des choses sur mon alimentation. Ça, c'est arrivé plus tard? Non, 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 ça arrivait très tardivement, ça, où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, où je voulais aller un peu plus loin. Et je pense que j'ai ouais, même tardé sur ça, quoi. Ça a commencé à arriver, ça, je pense, quand j'ai arrêté de manger de la viande. C'était au moins en 2015-16, pareil, dans ces eaux-là aussi. Un pote qui m'avait, entre guillemets, un peu convaincu. J'avais regardé Cowspiracy à l'époque, quand ça venait de sortir. Et ça m'avait mis un peu une claque. Et j'avais dit, ouais, en fait, c'est de la merde tout ça. Et j'avais arrêté. Et donc, bah, ça m'avait d'ailleurs aidé à stabiliser, à plus prendre de poids, depuis manger de viande. Et du coup, je m'étais un peu plus intéressé. Pareil, du coup. L'apport calorique, etc., les besoins nutritifs, etc. Donc je m'étais dit, bon, bah, step by step, quoi, j'en apprends un peu T'as plus. dit un point intéressant, mais excuse-moi 2 secondes, j'ai le nez qui coule. Mais je t'en prie, mouche-toi. Toi? J'ai un peu le sang chaud, moi, je suis rarement couvert. J'ai toujours chaud. Tu sais, quand tu bosses sur un PC toute la journée, au bout d'un moment, si t'es pas actif, moi j'ai froid, hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai un bureau debout. Moi. Là, tu vois, quand on parle, je suis sur mon bureau, mais je suis debout. Je trouve que c'est assez cool en termes de dynamique, même pour En mes termes meetings et d'ergonomie, même tout. tout ce que tu veux, c'est cool, ouais. Ouais, ouais, c'est top. J'aimerais bien avoir ça. Là, je peux pas parce qu'actuellement, je suis chez mes parents. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expliqué dans les podcasts, que je suis retourné chez mes parents. Moi, il faut savoir Mhm. que, il me semble que je te l'avais dit quand c'est appelé la première fois il y a quelques années, on m'a déclaré une maladie. Je suis Mhm. épileptique. Et Mhm. c'est le moment où je suis rentré chez mes parents, du coup, et où j'ai quitté la restauration, où j'avais décidé de reprendre mes études, du coup, pour me former à devenir personnel trainer. Et tout est arrivé d'un coup. Il y a eu le Covid qui est arrivé derrière. Il y a vraiment. D'un côté, c'était la pire période de ma vie, mais en même temps, c'est bien placé. Tu Ouais, c'est vois, toujours comme ça, de toute façon. chaque chose arrive pour une raison. J'en suis persuadé. Mais voilà. Donc depuis, écoute, je m'étais dit, de toute façon, t'inquiète pas, papa, maman, dans 1 an, je suis parti, ma boîte, elle va exploser. Mhm. Alors, il y a eu la maladie, c'était autrement. C'était en même temps le déclic pour me faire avoir une façon du monde différente, beaucoup plus ambitieuse. Mais ça fait quand même 5 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ouf. Ça fait 5 ans et je me dis putain, mais tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais jamais cru. Ça fait 4 ans aujourd'hui que mon entreprise est ouverte. J'ai mis 18 mois à la lancer avant Mhm. ça, mais j'ai jamais réussi à atteindre. Enfin, j'ai jamais réussi à me tirer un salaire comme je le souhaitais et j'ai créé un gouffre financier entre ce qui est sorti, ce qui est rentré. Les banques suivaient plus, enfin, plus personne suivait. C'est mes parents qui m'ont aidé et je suis très reconnaissant qui m'ait toujours soutenu là-dessus d'ailleurs. Mais Ouais, au bout c'est d'un moment, clair. ils m'ont dit Les écoute, t'es parents, c'est là mignon. pour ça. Parce que mes parents sont dans le milieu agricole et viticole. Et je sais pas si tu es au courant, mais le cognac s'est clairement cassé la gueule. Non, je sais pas. D'accord, c'est mondial. C'est pas la première fois, hein, mais là, on a reparti d'une grosse crise. Ils m'ont dit écoute, t'es mignon, mais si ta boîte ne décolle pas d'ici 6 mois, nous, on suit plus. Hmm. Et je les comprends. Et d'un côté, ça me met un peu de haut au mur aussi. Et je me dis de toute façon, je sais très bien qu'un jour ou l'autre. Enfin, j'ai jamais voulu que vous être un assisté derrière vous. Hmm. Pourtant, enfin, je vous remercie 1000 fois d'être derrière moi. Mais je savais qu'un jour, si ça finissait pas par décoller, j'allais cloîtrer, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais puis juste pour la petite histoire, parce que j'ai totalement dérivé, dès le début, j'ai voulu absolument mettre la marque en avant, j'ai voulu m'entourer très vite, et je me suis dit, mais David, t'es en train de foutre de l'argent partout en l'air, tu tires même pas de salaire, arrête, Mhm. reprends Mais tout à on fait tous zéro. cette connerie-là, hein. Moi, quand j'ai monté ma boîte à l'époque,
On avait aussi beaucoup de dépenses, vu qu'on avait 20 000 euros de capital. On avait acheté des trucs qui servaient à rien. Je me dis après coup, mais quel idiot. On n'avait même pas à penser les process, qu'on avait déjà acheté les trucs. Typiquement, tu vois, on avait acheté une énorme tente en se disant, ouais, quand on va aller laver les bagnoles à droite, à gauche, on va mettre une grosse tente. S'il pleut, la tente, elle coûtait 5 000 balles. On l'a jamais utilisée une seule fois. On avait acheté une sorte de, pardon, un générateur. Parce que si jamais on n'avait pas de prise, il fallait qu'on puisse se brancher sur un truc. Générateur, 800 balles. On l'a jamais utilisé. Et donc, on a dépensé beaucoup d'oseille aussi pour rien où tu veux te suréquiper. Tu dis, ouais, mais il faut ça. Attends, il nous faut un site. Attends, il nous faut ci, il nous faut ça. La plupart de tous les entrepreneurs, en fait, se plantent en grande partie à cause de ça. On veut mettre la charrue avant les bœufs, en fait. On croit que notre idée, elle est fabuleuse et qu'elle va révolutionner le monde et qu'on va faire vite de l'argent. Donc, on est prêt à investir tout de suite parce qu'on sait que c'est ça dont il y a besoin. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est juste passer à l'action, commencer à faire les trucs de manière hyper artisanale, voir quand il n'y a plus besoin et commencer à investir dans des trucs pour gagner plus de temps pour mettre son énergie ailleurs pour aller, pareil, gagner en productivité et en croissance sur d'autres trucs. Exactement. Tu Donc on peux fait avoir la tous ces meilleure idée conneries-là. du monde. Si personne n'est au courant, ça changera rien. Ça sert à rien. Voilà. Ça sert Mais à rien. bah, j'étais le premier, clairement, j'étais le boulet à faire cette erreur. Alors pourtant, je m'étais dit, écoute, je me suis formé, je Faut suis pas un petit t'en jeune, vouloir. on me voit comme un branleur, mais je vais montrer le contraire. Non, David, t'es un branleur, t'as agi comme un branleur. Faut pas J'ai- t'en vouloir, on passe tous par là, hein, c'est normal, hein. Je me suis fait accompagner, je me suis entouré de beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes. Dire, tiens, des opportunités par-ci par-là, je prends un petit peu, mais je perdais le double. Et je dis, en fait, c'est pas possible. L'année dernière, pour la première fois, j'ai décidé de mettre mon entreprise en pause, arrêt total. Si je me sépare de quasiment toutes les personnes avec qui je travaille, j'y rajoute quelqu'un pour le site et une équipe de tournage. Et même, tu vois, là, c'est fini avec l'équipe de tournage. J'ai dit, écoute, je vais tout revoir. Mm. Vraiment, là, je sors plus d'argent tant qu'il n'y a pas un certain chiffre d'affaires de passé. C'est vraiment dépense zéro, c'est plus possible. Au bout d'un moment, Bah ouais, si tu dois bouffer des patates, c'est pas vraiment, c'est plus une vie. moi je suis d'accord. Enfin, il y a toujours le jusqu'à où tu es prêt à payer le prix. Mais Ouais, par bien sûr. contre, je me suis fait accompagner pendant 6 mois. J'étais persuadé qu'il y avait un problème dans mon entreprise. Mais en fait, il n'y a jamais eu de problème dans mon entreprise. C'était juste de l'optimisation à droite à gauche. Et je me suis dit, en fait, quoi qu'il se passe, c'est juste, bah, persévère, persévère, continue. Moi, quand je me suis fait accompagner, c'était par l'entreprise de Sylvia Tassa. Ça te parle? Pas du tout. Dans le milieu sportif, elle avait senti enfin, une des entreprises donc, les plus renommées en France sur l'accompagnement de professionnels du sport en coaching business. Euh, j'ai appris énormément, j'ai appris plein de trucs, mais en soi, ils n'avaient jamais eu un cas comme moi. D'habitude, Mm. les gens qui sont accompagnés, c'est des gens qui disent, tiens, bah, je me commence, j'aimerais bien, je commence à décoller, je veux lancer ma marque. Moi, j'avais tout pris à l'envers. J'avais lancé la marque, personne ne me connaît. Il fallait reprendre tout le problème. Il me dit, David, c'est pas une équation, ton entreprise, c'est une double équation. Tu as des équipes, il faut que Mm. tu les nourrisses, personne ne te connaît, tu as une marque, tu as plein de frais. Il dit, arrête, arrête Mm. tout. Du coup, j'ai repris tout de zéro depuis octobre, et puis là, c'est comme si je repartais. Ah, c'est bien, il faut. Page Mais blanche. quand j'ai dit que j'y suis pas encore, c'est qu'au mois de janvier, j'avais estimé faire tant de ventes. J'ai pas atteint mes temps de vente. Et j'avais une coach qui travaillait avec moi il y a plus d'un an. Elle a voulu se mettre à son compte. Elle s'est rendue compte de ce que c'était de se mettre à son compte. Elle est revenue vers moi. Et elle m'a dit, écoute, je suis prêt à me réinvestir, je suis prêt à démarcher parce que je l'ai formé à la vente. Je l'ai formé sur plein de points. Je leur ai donné 1000 outils. Elle me dit, je ne me rendais pas compte de tout ce que tu faisais pour nous. Et elle a dit, j'ai besoin d'avoir ce cadre que tu nous imposais chaque semaine. Et elle me dit, je suis prêt à démarcher, je veux faire évoluer la horde avec toi. Donc je suis très content de ce revenu parce que moi, on peut toucher plus de monde, faire plus de volume. Mais voilà, Trop je suis, stylé. je suis de retour à faire toutes les bases par moi-même. Bah ouais, back to basics, hein. Retour aux sources, et puis faut juste y aller et pas trop réfléchir. Et repartir d'une feuille blanche, donner les moyens d'y arriver. Timer aussi, je pense. Ça, c'est hyper important Hmm. de se donner une temporalité. Jusqu'à quand est-ce que je mets les efforts? Est-ce que, enfin, c'est quoi la limite, tu vois, là-dedans? C'est quelle date je me donne pour y arriver? Si j'y arrive pas, bah, plan B. Plan B. Exactement. Mais le plan B sera toujours au travers de la même entreprise. Parce que pour moi, mon pourquoi est très fort. Tu vois, quand Mhm. j'ai écouté tout à l'heure ton discours, et on va en parler là-dessus sur tes entreprises, euh, c'était très axé objectif, dans le sens ça t'a permis de te construire en tant que vendeur et sur plein de points. Mais est-ce qu'il y a eu un pourquoi derrière tes entreprises qui était vraiment profond? De dire, Aujourd'hui, oui. À l'époque, non. À l'époque, le pourquoi, il était nul à chier quand j'ai monté ma boîte la première fois parce que
j'avais juste envie en fait de me lancer, j'avais envie de passer à l'action, j'en avais marre des études, j'en avais marre de la théorie et, euh, et j'avais zéro why si ce n'est faire de l'argent. Donc qui est le pire why, moi je trouve. Alors pour moi, il y en a pour qui c'est un driver le pognon. Bah tant mieux, tant que chacun trouve midi à sa porte, moi je juge pas. Je parle de mon point de vue. Je trouve que si ton why c'est juste faire de l'oseille, t'es mort. Et moi c'est comme ça que je l'ai compris en fait parce que la moindre embûche, le moindre truc qui allait pas, en fait, tout était chiant, tout était douloureux, et c'est ce qui fait que finalement aussi j'ai arrêté au bout d'un an, c'est que j'étais pas du tout passionné par l'automobile, ni passionné par laver des bagnoles, tu vois, je m'en battais les couilles, quoi. J'ai juste fait ça parce que je me suis dit je veux entreprendre. Donc le why était nul, alors qu'aujourd'hui il est beaucoup plus puissant et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai une caisse de résonance bien plus importante, que j'ai de l'impact sur mon secteur et où j'ai zéro l'impression de bosser. Là, tu vois, cette semaine, je te décris ma semaine, c'est une semaine de zinzin. À aucun moment j'ai le sentiment de travailler. Genre, cette semaine, je pense que j'ai fait sept meetings avec des nouvelles boîtes. J'ai coaché 4 boîtes, donc des coachings, c'est 5 boîtes, pardon, excuse-moi. C'est c'est des demi-journées entières, donc ce matin, j'y étais encore. J'ai organisé un événement avec que des top managers, 70 top managers, hier soir jusqu'à minuit, où j'animais un talk. Euh, j'ai lancé un truc là, les Hunger Games, à savoir du coup, on va sortir ça sur YouTube où j'ai piloté pareil un événement avec 4 boîtes. Enfin, tu regardes ma semaine, je suis rincé, mais c'est comme ça que j'ai commencé à te dire quand tu m'as dit comment ça va. Je t'ai dit je suis rincé, mais c'est tellement de la bonne fatigue, j'ai pas la sensation de taffer en fait. C'est que du plaisir. Ce matin, j'avais 40 paires d'yeux devant moi où je donnais un workshop sur de la prospection qui me posaient des questions. J'aurais pu rester toute la journée en fait. J'aurais pu rester toute la journée à parler avec eux, à leur donner des tips, à leur partager moi ma vision, ma passion du truc. Et du coup, aujourd'hui, le why, je suis enraciné, quoi. Je suis indéboulonnable. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à déléguer tout le reste? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit avoir des casquettes, hein. De toute façon, si tu le veux pas, tu le deviens quand même, t'as pas le choix. Bah, en fait, la chance que j'ai, je pense, c'est d'avoir une très forte compétence commerciale, parce que c'est quand même, je coach sur les sales, donc si je suis pas bon là-dedans, ce serait quand même problématique. Mais du coup, j'ai cette chance-là d'être assez polyvalent et de surtout bien maîtriser la compétence de vente et de communication. Donc c'est énorme. Après, moi, je délègue toute la partie admin. J'ai une assistante admin qui est ma cousine, qui est une frappe atomique ultime, qui est On parle toujours sur l'aspect indispensable à pro, mon là, quand tu dis business. frappe atomique, hein. Ouais, ouais, qui Et est monstrueuse de réactivité, de tout. Elle me soulage tellement en fait sur mon quotidien que ça, admin, facturation, relance client, gérer n'importe quel truc admin qui me fait chier, elle le gère pour moi. Donc ça, c'est genre, mais c'est même plus une épine qu'elle me retire du pied, c'est un tronc d'arbre, quoi. Donc ça, c'est fabuleux. Je délègue forcément l'administratif. Et après, je délègue bah, les parties que je maîtrise pas, à savoir du montage, où j'ai une équipe de vidéastes et de monteurs hein, en qui j'ai 100% confiance, et une agence de com avec qui je faisais aussi du contenu et qui s'occupe de ma programmation, donc du community management. ok. Donc en vrai, je tourne avec trois. Et des potes aussi qui s'occupent de mon site et des idées un peu comme ça. Donc on va dire, je pense que j'ai 4-5 freelances sur des verticales précises qui m'aident au quotidien. Et ça te permet vraiment aujourd'hui, tu es au stade où tu peux vraiment te concentrer là où tu es bon et sur ton aspect de performance, quoi. Bah, en fait, je me concentre que sur focus sur mes coachings, sur le suivi de mes coachings, sur faire mes rendez-vous de vente, sur closer mes deals et travailler du coup un peu plus ma com pour rayonner et peut-être après me mettre sur d'autres sujets parce que j'ai du temps et que je me suis retiré soit les mauvaises ondes, typiquement ça notamment je parle des réseaux sociaux où je regarde plus rien, je vais juste gérer mes DM maintenant, que ce soit Insta ou LinkedIn. Tout est programmé, tout est préécrit, les commentaires, je les gère plus. Donc en fait, c'est génial, je gagne un temps fou à ne plus aller sur les réseaux, mais c'est monstrueux. Et donc, je peux me concentrer ouais, que sur l'essentiel. Tout à l'heure, tu as dit un truc, je voulais rebondir dessus, mais merde, ça m'est sorti de la tête. Euh, tu vois, en fait, ce que tu me dis là, moi, dès le début, c'est un point sur lequel j'ai voulu. Je me suis dit, avant de déléguer, quoi qu'il se passe, forme-toi pour comprendre la chose, pour savoir les prix, pour savoir comment ils font et ce que tu as besoin réellement. Je me suis vraiment formé dans tout, il y a plein de reprises. J'ai commencé à déléguer tout ça, parce que je me suis dit, je vais me concentrer là où je suis bon. Sauf que sauf qu'avant de commencer à déléguer, il faut déjà avoir déjà une base et que j'avais pas, comme tu l'as bien compris.
Donc, mais ah oui, c'est bon, ça m'est revenu. Là où tu dis ce qui est pas bien et pourtant, enfin, tu dis une entreprise qui prospère, c'est parce qu'il y a un why qui est puissant. Et pourtant, moi, ça a été et t'étais beaucoup plus axé business, même si tu dis que c'est pas forcément la chose qui fait durer. Moi, alors peut-être que je l'ai mal interprété. Non, non, j'allais dire, que c'est pas parce que tu as un why puissant que tu vas y arriver, hein, attention. C'est exactement ça que j'allais revenir. Je dis, moi, le problème quand j'ai commencé, c'est que j'étais très dans le produit. Mais en fait, pas très, j'étais que dans le produit. J'étais pas du Mhm. tout dans l'aspect de communication. Oui, Pourtant, ça, en fait, si tu sais pas gérer le business, c'est pour ça que j'ai commencé à dire, je pense, la chance que j'ai, c'est que je maîtrise le sales, en fait. voilà, Et à partir du moment où je maîtrise la vente, en fait, je maîtrise le business. Qu'en fait, le business, ça n'est que savoir vendre. c'est Est-ce que ça. c'est vendre ton produit, ton service? Est-ce que c'est te vendre toi parce que tu es solopreneur? Si tu sais pas vendre, t'es mort. T'as beau avoir la meilleure idée du siècle, on le voit tous les jours. Et moi, du coup, je coach ce genre de boîtes où j'en ai coaché, des boîtes qui ont apparemment des idées géniales ou même certaines qui ont les meilleures idées du secteur. Ils ont des équipes de vente en carton. Ils meurent. C'est fini, en fait. On passe à autre chose. Terminé l'idée, tu vois. Exactement. Et je pourrais être même tes clients cibles, tu vois. En disant ça, Ben, parce que la compétence de vente, ouais, elle est indispensable, surtout quand on est seul. Alors après, enfin, elle est indispensable tout le temps. Mais je reviens sur ce que tu étais en train de dire. En fait, c'est pas parce que tu as un why très puissant que tu y arrives. Et en fait, c'est ça aussi où les gens, je pense, ont du hmm, mal et que les messages sont assez contradictoires, je trouve, en entrepreneuriat. C'est qu'on te dit, t'inquiète, faut y aller, t'inquiète, faut être résilient, t'inquiète, un jour, ça va y aller. Et en fait, qui est à la fois un beau message de se dire, surtout lâche pas, en fait, parce que à un moment donné, ça risque de tomber, mais ça peut ne pas tomber. C'est pas parce que tu vas travailler tous les jours et c'est pas parce que tu travailles dur de ton point de vue que ce que tu fais, ça a de la valeur. C'est voilà, ça aussi la difficulté qu'ont les gens aujourd'hui, que ne comprennent pas, c'est qu'ils se disent, je comprends pas, je bosse de 8h à 20h. Mais frérot, je pense que si je mets le nez dedans, 80% de tes tâches, c'est de la merde. C'est de la grosse merde qui ne sert à rien pour créer de la valeur sur ton produit, où toi, tu te pignoles sur des micro-détails, et ces micro-détails te prennent un temps considérable et un investissement considérable en termes de temps, de charge mentale, de compétences parfois que tu vas aller externaliser, et donc payer pour un truc qui sert à rien, en fait. c'est Et ça. ça, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. C'est vraiment te dire, il n'y a aucun ordre de priorité. Moi, ma première année, c'était clairement ça, hein. J'étais dans le produit, produit, produit. Et Ça je me dis, mais m'étonne en pas. fait. Alors en plus, toi, je m'étais dit, ouais, mais je me suis formé à la vente, je sais parler avec les gens et tout, c'est pas un problème. Ouais, mais c'est pas parce que tu es formé que tu es bon, déjà. Et, Oui. euh, et tant que je m'étais pas passionné par la vente réellement, et je m'étais pas investi corps et âme et tout dedans à comprendre que il faut vendre avec enfin, c'est l'émotion que tu vends, tout ce que tu veux, et en parler que mon storytelling, tout ça, il n'y avait aucune différence. Mais et je bombardais dans les pubs, j'ai perdu des sommes phénoménales. Mais je dis, mais tu lances des pubs, les gens ils arrivent sur ta page, il n'y a rien sous ta. Enfin, ils tombent sur un truc, ils disent, oui, on comprend que c'est dans le sport, mais déjà, tu fais quoi exactement? Il n'y avait pas. Mais pourtant, je suis quelqu'un, moi voilà, j'ai toujours été un rêveur, je suis un créatif, c'est pas un problème. Tu me parles d'une boîte, tout de suite, je parle ambition et tout ce que tu peux faire derrière, je vois le truc, c'est vraiment ma cam. Pareil pour une personne, je vois le potentiel qu'il y a derrière. Mais l'aspect business, c'était la première lacune que j'avais. C'est clairement, je n'étais pas du tout dans le business. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de business, hein. Tu peux avoir une idée, mais le business, c'est que quand il y a des flux qui rentrent et qui sortent, et pas juste des sorties. Et j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Euh, mais bon, moi, j'ai longtemps été dans la persévérance. Je suis toujours dans la persévérance. Juste aujourd'hui, j'ai un œil qui est totalement différent. C'est pas de me faire accompagner pendant 6 mois qui a changé drastiquement, hein. J'avais déjà. En fait, il n'y a pas eu de déclic dans ces 6 mois. Je savais. En fait, tout ce qu'on a fait, je le savais globalement. Et euh, c'est c'est comme si c'était juste la micro-optimisation des petits virages, des petits détails. Et je dis oui, en fait, c'est vrai. C'est peut-être. Enfin, c'est plus intéressant. Même des sujets que je n'osais pas parler. J'avais pas de personal branding. Je vendais tout par la marque. Je parlais jamais en jeu. J'ai jamais osé parler de mon parcours, du coup ça on l'a mis en avant. Ma grosse valeur ajoutée, j'en parlais pas parce que j'avais peur de perdre les gens. Je suis tellement Mhm. complexe. Je dis, mais éduque les gens, parle-leur comme des enfants. Oui, c'est vrai, c'est pas con. Je le savais, Mhm. mais je le faisais pas. C'était plein de choses comme ça. Mais sauf que ça a rien changé encore. Je me suis dit, enfin, au bout d'un moment, juste David, à chaque fois que je me collais sur quelque chose, si ça me saoule, je m'y tenais un mois, 2 mois, j'arrêtais. J'ai dit clairement, t'as une direction, arrête de te pencher sur des opportunités de droite à gauche, tu t'y tiens pendant 6 mois, un an et tu suis ta ligne. Voilà. Mhm. Si je suis parti sur la prospection, sur la démarche LinkedIn, créer un réseau vraiment là-dessus, je m'y colle pendant 6 mois minimum. Moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'essaie de voir la chose aujourd'hui. Et Mhm. j'ai fermé la porte j'essaie vraiment de marcher avec des œillères pour ces 6 prochains mois. Tu sais, quand tu parlais de deadline, je me dis vraiment, je me donne 6 mois pour atteindre mon premier palier à nouveau via de la démarche, vers aller vers les gens, tout ça.
avant de ressortir le moindre centime parce que financièrement, je peux plus. Sachant que maintenant, j'ai une autre entreprise en plus à côté. Et elle, elle lance et il y a un petit peu d'argent encore à sortir. Est-ce que c'est la tête de... Je suis pas du tout d'accord avec toi, David, là, que tu me fais. Non, tu vois que je sois pas d'accord sur quoi? Je sais pas, dans le sens sur la vision de marché avec des œillères ou des choses comme ça. Moi, en tout cas, là où je vois mon problème, c'est que... enfin, où je voyais, chose que j'ai, en fait, avec juste du recul, je te dis, à chaque fois que j'avais quelque chose d'intéressant, je le tenais pas longtemps et je me dis, tiens, je suis sûr que je peux l'optimiser, je suis sûr que je peux gagner du temps, je le délègue. Ouais, parce que tu vas pas dans le fond de la tâche réellement, et en fait, c'est compliqué de déléguer une tâche, de dire à quelqu'un comment le faire quand toi, tu l'as pas suffisamment fait. Exactement. Il y a trop de gens aussi pareil qui veulent justement, mais parce que ça, aujourd'hui, on a aussi tellement vendu, tu vois, quand tu me parlais tout à l'heure de tes pubs, etc., que tu as pu faire et d'avoir une sorte de pseudo un peu tunnel de vente. Il y a eu tellement justement de formations ou juste de pubs mensongères sur des gars qui t'expliquent comment gagner de l'argent facilement en faisant rien, en faisant tomber des trucs, etc. Et du coup, les gens pensent que c'est facile d'entreprendre, que c'est facile de créer des business, qu'il faut tout déléguer tout de suite pour ne plus rien avoir. Enfin, les gens, en fait, ils sont impatients. Ils veulent déjà faire des millions et être en retraite alors qu'ils n'ont même pas commencé à lancer les statuts de leur entreprise. Et donc, c'est aussi le problème, tu vois. On veut tous le succès, mais on en revenait, tu vois, tout à l'heure sur les sacrifices qu'il faut faire. Plein de gens qui ne savent pas faire. Ils ont pas le courage d'aller jusqu'au bout des choses parce que, bah ouais, il faut vite passer à autre chose. Il faut vite, encore une fois, de la nouveauté. Il faut vite déléguer parce qu'il faut vite arriver à l'étape d'après. Et en fait, du coup, on bâcle un peu les étapes. En tout cas, on passe trop vite dessus et on se prend un retour de bâton derrière. Parce que bah ouais, on a voulu aller trop vite et qu'en fait ça servait à rien de déléguer ou fallait peut-être le faire autrement pour gagner du temps ou de l'argent. Et, bon. Et oui, et si t'as pas la chance au début d'avoir un gros capital, bah en fait ton espérance de vie d'entreprise, si tu as beaucoup plus de sorties comme tu le dis, oui, tu vas pas faire long feu quoi. Hmm. Enfin, j'ai aucun problème à le dire que moi j'ai créé un gouffre financier hein, au bout d'un moment, hein. Ouais, ouais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça, ouais, bien sûr. Et toi, par contre, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, mais à l'inverse, moi, mon pourquoi a été très fort très vite au moment où j'ai eu ma maladie. C'était une grosse année, c'était un parcours très sombre à ce moment-là, mais ça a été en même temps un gros déclic. Je me suis dit, si je dois mourir demain, vraiment, je sais mes rêves, je sais où ils sont, et je sais que je veux le faire, et je sais exactement pourquoi et l'impact que je vais avoir. Après, j'ai jamais eu cet aspect de vouloir faire tout trop vite, faire de l'argent, même si je pensais que c'était faisable. Je me rendais pas compte du game qu'il y avait quand même en face, mais je savais que j'étais prêt à tenir sur le long terme. Je voulais pas faire, je me suis pas dit, je vais lancer une pub, ça a marché tout de suite. Je me suis dit, il faut Hmm. gagner en visibilité. J'étais totalement dans le déni aussi, hein. Du coup, on bombarde de pubs, mais en foutant des sommes mais colossales, alors que ça avait pas d'intérêt. Et là, je me suis dit, ok, on a déjà fait la première erreur. On va pas la reproduire. 6 mois plus tard, je la reproduis. Mais bon, Ah, c'est passé comme ça. Mais tu vois, aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je suis toujours là et je compte rester et ne pas. Et faire en sorte, par contre, que ça évolue drastiquement. Mais je sais que je suis toujours là. Voilà. Donc, il y a également ce parcours de résilience. Pour revenir yes. à toi, oui, tu J'ai voulais cinq dire? minutes encore. Comment? J'ai 5 minutes encore. 5 minutes? Ouais, Ok, on va essayer de faire rapidement. Parce que tu as un rendez-vous après? ouais. On n'avait Ok, pas prévu déjà de dépasser autant, donc mais j'ai 5 minutes encore si tu veux. ok. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Je sais pas, à toi de me dire, mais on y est depuis 15 heures, donc Puis 15h10, ça fait un petit moment. Bref, peu importe. Écoute, ok. C'est ce que je. Bah écoute, je vais essayer de faire rapidement. C'est juste que je pensais pas que tu avais autant de. Enfin, je savais pas que tu avais un rendez-vous. J'avais dit 1h30 minimum, ouais. ouais, bon, on l'a déjà faite. Ok. Ok, écoute, dans tous les cas, tu avais déjà parlé des années qu'on suivit. Mhm. Juste, est-ce que tu as, globalement, si tu dois résumer un autre événement marquant qui est arrivé par la suite, Si je dois résumer un autre événement marquant. qui est arrivé dans les années à venir, tu m'as parlé en soi de l'aspect business, de la transition entre les études et le business, c'était l'aspect que je voulais développer. Mais écoute, Ouais, si tu as 5 minutes, je vais dire que j'ai envie de terminer sur des questions-réponses simples. ok, Ok? avec plaisir. Ouais, En fait, ouais, je pensais vraiment que tu aurais eu plus de temps. ok. Après, sinon, je serais pas parti sur mon discours à moi. T'inquiète, t'inquiète, mais c'était important aussi que tu aies ton temps, que tu aies ton temps de parole là-dessus, c'est important, ça.
c'est cool. Et j'essaie toujours ouais, de faire le parallèle là-dessus. Écoute, je vais te poser 7 questions-réponses. Je vais Allez, éviter d'intervenir dessus et juste, voilà, si tu veux développer, tu peux, mais à toi de voir. Je vais les allez. lire, ils sont juste sur mes notes. Question donc pour conclure. Si quelqu'un aujourd'hui traversait ton parcours avec et vivrait les épreuves que tu as pu vivre, quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour pas perdre espoir ou pour garder le cap? S'il traversait les mêmes épreuves que moi, tu dis? Un parcours similaire. S'il avait un parcours similaire, quel conseil? Quel conseil? Ne chasse pas l'argent à tout prix. L'argent, c'est une conséquence. L'argent, on en a besoin pour être heureux. Et une fois qu'on l'a, putain, oui, ça résout beaucoup de problèmes au quotidien. Mais n'en fais pas ton objectif numéro un. Euh, et juste reste perpétuellement en mouvement, en fait. Peu importe ce que tu fais. Je trouve que c'est comme ça que les opportunités naissent dans la vie. Il faut juste être en capacité d'accueillir l'opportunité quand elle se présente. Il faut savoir la saisir. Et il y en a plein, à plein de moments dans sa vie. C'est pas parce que tu en rates une que tu n'en auras pas une autre demain. Et pour essayer d'avoir ces opportunités, je pense qu'il faut rester ouais, en perpétuel mouvement et essayer d'être le plus humble possible, en tout cas de faire preuve d'humilité dans le sens de se remettre en question constamment, mais pas trop, parce que sinon, si on tombe aussi dans l'extrême là-dessus, on en vient à du coup perdre cette confiance qui est aussi nécessaire pour réussir, je trouve, dans la vie. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Parce qu'il n'y a pas de conseils Ça me sur, semble je déjà trouve, très les clair. secteurs. Ouais, bah parfait, voilà. Ça donne des conseils pratiques de ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, quelles sont tes valeurs et tes principes que tu continues à appliquer pour te dépasser chaque jour? C'est quoi les valeurs et les principes? Une phrase, pas forcément, à moins que tu aies des termes précis sur des valeurs qui tiennent à cœur. Non, ben, j'essaie d'être le plus optimiste possible. J'essaie de faire preuve de gratitude un maximum. Et j'essaie d'avoir une vie le plus équilibrée possible, dans le sens une vie saine. Je me rends compte que justement, pour se mettre dans les bonnes conditions, pour accueillir des opportunités quand elles se présentent, euh, il faut aussi se mettre dans un mindset positif. Ça veut tout rien dire. En plus, le mot mindset, il est un peu dénaturé aujourd'hui, mais faut avoir le bon état d'esprit. Moi, ça passe par le sport, typiquement. Donc, c'est un truc que je peux conseiller aussi aux gens, c'est de pratiquer du sport, peu importe lequel, mais ayez une putain de pratique physique. Souviens Parce mouvement. que je trouve que, ouais, c'est un mouvement. Et en fait, c'est le corps et l'esprit, c'est évidemment lié. Et donc, les jours où moi, la tête est moins présente parce que beaucoup de bruit, beaucoup de trucs chiants, en fait, dans le quotidien, je me rattache au fait d'aller faire du sport. Et à partir du moment où je me sens bien dans mon corps, en fait, tout ce qui se présente à moi, ça va mieux aussi. Tu vois, genre, j'arrive à prendre du recul et j'arrive à relativiser sur ce qui se présente. Donc, j'essaie d'avoir une vie saine à côté, le plus possible. Si tu n'avais pas réussi à traverser, à te relever, enfin, je la refais. Si tu n'avais pas réussi à te relever après tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui, selon toi, aurait été ton plus grand regret dans ta vie? On sait rien. C'est pas grave si tu sais pas. Honnêtement, je sais pas. Si je m'arrête du coup à l'époque où on en parlait, où je me sentais nul, peut-être de pas avoir percé et de pas avoir réussi à faire preuve de ces fameux sacrifices dont on parlait tout à l'heure pour passer pro et de me dire que j'ai raté le train et que ma vie était foirée. Peut-être que ça aurait été ça mon regret. En fait, la question d'après, c'était un peu la suite de celle-là, c'était de te dire, est-ce qu'il y a un rêve que tu avais auparavant que tu aurais voulu réaliser, que tu n'as pas encore fait aujourd'hui? Bah, à l'époque, c'était du coup d'être pro et genre style jouer en NBA ou tu vois, genre ce genre de truc. Après, aujourd'hui, quand je vois la vie que j'ai maintenant, le confort et le plaisir que j'ai à faire tout ce que je fais tous les jours, genre j'ai tellement zéro regret dans ma vie et je me dis heureusement d'ailleurs que je suis pas passé pro en fait. Parce que je suis tellement plus heureux, je pense aujourd'hui avec la vie que j'ai maintenant, je me sens tellement accompli que j'ai zéro regret quoi. Si tu pouvais revenir dans le passé, tu changerais pas ce qui s'est passé. Zéro. Je pense que je change rien de toute ma vie. Mais genre, rien. Si tu devais perdre tout à nouveau et de garder qu'une seule chose, qu'est-ce qui aurait vraiment de la valeur pour toi?
Mon compte en banque. Non, je rigole. On Euh, pense mieux avec un gros compte en banque. En tout cas, je disais tout à l'heure, juste le jour où tu gagnes bien ta vie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont beaucoup moins d'importance et beaucoup moins de place. Qu'est-ce que je garderais si je recommencerais à zéro? Bah, ma compétence sales d'aujourd'hui, en fait. Ma compétence sales par-dessus tout, plus qu'entrepreneuriale, parce qu'en fait, la capacité de vendre absolument tout ce que j'ai décidé que j'étais capable de vendre, en fait, tout ce qui me passionne, je sais que j'y arrive aujourd'hui. N'importe quoi, à partir du moment où je l'ai décidé. Et avant-dernière question, si tu pouvais parler à ton toi du passé, juste avant que tous tes événements même arrivent, qu'est-ce que tu te dirais? Quel message en gros est-ce que tu souhaiterais Bah, te faire passer? que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, que la vie, elle est faite de hauts, des bas, mais que la vie, elle est aussi cyclique. Et que justement, il y a des moments donnés où on est dans une phase, on est dans un flow où tout va bien, puis à un moment donné, bah, il y a que des emmerdes qui arrivent d'un coup, des emmerdes auxquelles on n'avait absolument pas pensé, et que c'est normal, et que tout le monde vit la même chose, et qu'il faut éviter d'être justement trop auto-centré, de se voir comme étant le centre du monde, et, euh, et se rendre compte que tout le monde vit aussi des choses compliquées, et d'accueillir ça, et de se dire que les autres sont vraiment une richesse, et il faut pas s'enfermer en pensant qu'on est unique, en pensant qu'on vaut mieux que les autres. Et au contraire, il faut s'ouvrir au monde. Ah si, j'ai trouvé mon regret, tiens, tu vois, en disant ça. Mon regret, même aujourd'hui, c'est de pas m'être assez investi dans les langues à l'époque. En tout cas, de pas. J'ai un gros regret aujourd'hui, c'est de pas être full bilingue comme je peux avoir des potes. Et je pense que ça, ouais, c'est mon plus gros regret. Tiens, tu vois, j'y pense là, en le disant. Tu t'inscris au Euh, Carrel, ça prend un mois. Oh, ta gueule. Me dis pas ça. Comme tous les mecs, je vois qui me disent, mais tu prends des cours, allez vous faire enculer tous. Je J'ai vais te pas. dire quelque chose rapidement. J'ai tout l'anglais, l'espagnol que j'ai pu faire à l'école, collège, lycée et tout. Je suis sorti, je savais pas placer un mot. À part un hello, what's up, tu vois. Hmm. J'ai passé un mois au Carrel à Royan. Je suis sorti, j'ai à faire 7 heures d'anglais par jour. Crois-moi, tu sors, tu te débrouilles. Je suis Ouais. parti en restauration derrière. Je commence à avoir un niveau correct. Mon seul, c'est pas un regret, mais je suis pas parti directement à l'étranger. J'aurais fait ça, je pense que j'aurais pu clairement devenir bilingue assez rapidement. Hmm. Ensuite, je suis resté en France, j'ai perdu une grosse partie de mon niveau, mais quand tu fais vraiment, tu parles anglais tous les jours, tu configures ton téléphone, ton PC en anglais, crois-moi, t'apprends vite. Ouais, j'ai fait tous ces trucs. Mais en fait, après, quand tu pratiques pas assez dans ton quotidien, toi, quand t'es parti dans la restauration, c'était cool parce que tu pouvais pratiquer tous les jours. Moi, finalement, en fait, c'est juste un kiff parce que je me dis que je me ferme énormément de portes sur un marché où je pourrais rayonner, je pense, autant à l'international que je rayonne en France. Et qu'aujourd'hui, cette porte-là, elle est encore fermée et j'ose pas l'ouvrir. Donc, c'est un truc encore qui m'a toujours un peu Un futur projet. chafouiné, quoi. Mais sans doute un projet. Chaque année, je me dis, je prends des cours et quand je commence après, je termine pas parce qu'en fait, mon quotidien, il est déjà tellement rempli que un truc, tiens, qui va dans le sens de dans le sens de ta question, c'est surtout mise absolument tout sur tes forces et les faiblesses, tu les combleras plus tard, en fait. Bien dit. Et c'est pas de combler tes faiblesses au début pour essayer d'atteindre tes objectifs. Mise 100% sur tes forces. Sois le meilleur dans ce que tu sais déjà, où tu sais déjà être bon. Et une fois que tu auras atteint un certain niveau où tu auras plus de temps et où tu auras accompli des choses, tu iras combler des lacunes. Tu vois, typiquement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je compte toujours pas l'anglais. Dernière question, si tu devais laisser un seul message aux auditeurs, quelque chose que tu aurais aimé entendre au moment où tu étais au plus bas dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? C'est le même message que j'ai dit du coup avant, finalement, hein. Je leur dis la même chose que je me serais dit quand j'étais gosse. Je pose des questions qui sont similaires, mais tournées différemment, Mhm. si ça peut amener à plus de réflexion. Écoute Enzo, je te remercie. J'aurais dû en fait poser la question dès le début si tu avais plus de temps qu'une heure et demie. Généralement, en fait, je Mm. peux pas dire de temps approximatif parce que des fois, c'est plus de 3 heures. Ah ouais, non, Donc 3 heures, je écoute, pouvais pas de toute façon. voilà, j'essaie vraiment de m'adapter au maximum. Il y a une partie que j'aurais voulu qu'on explore, mais globalement, on a quand même fait le tour. C'est bien que tu aies pu bien te présenter au début et pousser un peu plus qu'une simple présentation. Euh, Yes. Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange? Hyper cool, il faut vraiment que je file du coup, mais hyper sympa. J'espère que ça va aider des gens, ou je sais pas du coup si ça amène une certaine réflexion. Mais toujours cool d'échanger. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de tabou, j'ai rien, donc
j'ai pas de problème de parler de mon passé ou de par quoi les époques que j'ai pu traverser. Si ça peut aider des personnes qui sont un peu dans des situations similaires ou qui se posent des questions, c'est pour ça que j'accepte de venir sur des podcasts. Donc, j'espère que ça va aider, ne serait-ce qu'une personne, c'est toujours cool. Super. Bah écoute, je te remercie Enzo. J'arrête ici. Je te ferai un retour par message vocal sur Instagram. Et puis, Avec plaisir. On vas-y, se tient au jus, David. pas de Prends soin de souci. toi. À Bye. très Toi vite.